Je vais juste finir vite fait, il reste 2 diapos du cours de la semaine dernière pour finir sur une question qu'on m'avait posée, puis c'est un peu la question qui hante tout le monde, donc je vais prendre 5 minutes ici. En tout cas, je reçois beaucoup de questions là-dessus. Alors la semaine dernière, on parlait beaucoup des intuitions, et puis là, bien sûr, dans le texte de Van Inwagen, il y a cette idée que la règle bêta, ou la règle B, pas la règle bêta, la règle B, elle est intuitive, quoi, mince. Du coup, il y a beaucoup de gens qui demandent, bon, qu'est-ce qu'on peut prouver avec des intuitions, quoi. Attention à votre tête. Voilà. Personne n'était responsable moralement de cet accident. Et moi peut-être. Et Ça me va, c'est sûr. alors, faut voir que c'est un peu le dilemme quand on parle de ces choses-là, quoi. Je pourrais faire tout le cours sur le libre arbitre sans parler d'intuition. Mais en fait, ce serait juste cacher un peu le truc sous la poussière sous le tapis, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais présenter l'argument des possibilités alternatives en disant juste, voilà, étant donné que c'est clair que pour être moralement responsable, il faut pouvoir agir autrement, et étant donné que le déterminisme empêche d'agir autrement, on en conclut que le déterminisme empêche d'être moralement responsable. Et l'argument est comme ça, hein. Les arguments philosophiques ne font pas appel au mot intuition, vous voyez. C'est pas j'ai l'intuition que P, donc P est vrai. Ça, c'est pas un argument. C'est plutôt, il y a la prémisse 1, la prémisse 2. Si j'accepte la prémisse 1 et la prémisse 2, alors je dois accepter la prémisse 3. C'est un argument qui ne fait pas référence aux intuitions. Le problème, c'est que par contre, les raisons d'accepter les prémisses, c'est qu'elles sont intuitives. Donc vous voyez, l'idée, c'est pas qu'on argumente à coup d'intuition, hein, on argumente en partant de propositions qui paraissent vraies, pour atteindre à des conclusions qui en découlent. Mais en même temps, il y a bien un moment où il va falloir accepter des propositions, quoi. Alors, soit on ne dit pas explicitement, puis on dit « voilà, c'est clair que hein ». Par exemple, si j'anticipe sur le texte de Van Inwagen, vous dites « voilà, c'est clair que la règle B est vraie ». Et puis après, vous découlez votre argument. Mais en même temps, bon, il faut bien avouer qu'à un moment, la raison pour laquelle on présente cette prémisse et pour laquelle on s'attend à ce que vous l'acceptiez, c'est parce qu'elle semble vraie, quoi. Donc vous pouvez ne pas utiliser le mot intuition, parce que intuition, ça fait un peu trop feeling, un peu vague, quoi. Vous pouvez dire, voilà, c'est clair, c'est évident, c'est self-evident, c'est prima facie, hyper plausible. Vous pouvez le formuler de toutes les façons différentes que vous voulez, mais on va quand même retomber sur ce problème-là à la fin, quoi. Donc moi, en général, je suis plutôt partisan de le rendre ça assez clair. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre méthode que de partir des intuitions, d'impressions générales. Alors le problème, c'est que ça dépend des champs, hein, de la philosophie. Hein, on parle. Mais là, on parle d'une question qui touche à des questions normatives, des questions éthiques en fait. Qu'est-ce qui serait juste? Quand est-ce qu'il est juste de tenir quelqu'un responsable? Et on va dire le royaume des énoncés normatifs et des énoncés évaluatifs, en général, on n'a pas trop d'autre accès que un certain nombre de certitudes sur ce qui est juste, injuste, bien ou mal, quoi. Vous voyez que ça... C'est tenté de faire comme Kant avec la morale, au moins quand on sur la morale. Alors Kant avec la morale, on peut en parler. Kant avec la morale essaye de faire ça, mais bon, il part quand même sur un certain nombre de choses... Alors, on va pas appeler ça des intuitions, mais des choses qui lui paraissent évidentes, quoi. Par exemple, que si une règle est une règle morale, elle est universelle, elle doit s'appliquer à tous. Alors, selon votre degré, ça peut vous paraître tout à fait génial et clair et complètement irréfutable, puis il y a des philosophes qui ont dit juste ouais, non. Ça me paraît bizarre comme idée, quoi. Non, mais je suis vraiment... Ouais, il y a des tentatives... Il y a des tentatives en philosophie pour réduire vraiment ça à vraiment un nombre très petit d'énoncés. Hein, Kant, c'est un bon exemple. Si vous prenez la philosophie contemporaine, il y a H-A-R-E, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de déduire l'utilitarisme à partir d'un nombre de principes vraiment minimaux et abstraits. Hein. On ne fait pas des intuitions sur des cas ou des trucs louches comme ça. On fait vraiment, c'est des gens comme Sidwick, etc. Ou des gens comme Unger, Peter Unger, a un peu cette idée que, la plupart des intuitions sont achetées parce que, on ne sait pas d'où elles viennent, c'est que des phénomènes psychologiques, c'est pas bien. Mais il y a 2-3 intuitions qui, elles, sont des intuitions rationnelles, donc elles sont vachement mieux que les autres. Et celles-là, on les peut conserver parce qu'elles ont l'air quand même vachement fiables. Et d'ailleurs, si on les accepte et on aboutit à l'utilitarisme, c'est bien la preuve que c'est fiable. Voilà, mais... Voilà, après, vous êtes plus ou moins convaincu par ce bon, mais... L'idée, c'est il va bien falloir accepter un certain nombre
avec un certain nombre de prémices, et comme ces prémices ne peuvent pas vous être données par l'observation du monde, puisqu'on est dans le royaume normatif, on n'est pas sur la façon de décrire comment le monde est, il va bien falloir se dire à un moment, bon bah ça j'accepte. Mais en même temps, je suis sûr qu'il y a des choses que vous êtes prêts à accepter, parce que là, forcément, quand on parle sur les intuitions, sur le libre arbitre, on parle sur des trucs très très controversés, mais si je vous dis, voilà, si pendant que je suis en train de dormir, quelqu'un me met un couteau dans la main, puis agite mon bras pour poignarder quelqu'un avec, probablement je ne suis pas moralement responsable. Voilà, vous êtes d'accord. Mais pourquoi vous êtes d'accord? Comment vous savez que c'est vrai, quoi? Parce que j'ai une intuition qui s'est créée par un mécanisme évolutif pour maximiser les chances sur les groupes. Bah, en tout cas, pourquoi dans le sens, c'était plutôt dans le sens justificatif. Est-ce que vous avez une justification pour ça, ou est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes prêt à accepter tel quel, quoi? C'est-à-dire que si une théorie sur la nature du libre arbitre disait non, non, mais t'inquiète, moi ma théorie elle fait en sorte que tu es moralement responsable, même dans ces cas-là, est-ce que vous diriez pas ouais, bon, alors là c'est bon, c'est clair, c'est pas une bonne théorie, quoi? Ouais, mais j'aurais pas d'autres arguments à dire que moi j'ai l'impression que non. Ah oui, mais vous voyez que dans ce cas-là, ça paraît quand même assez légitime, parce que là c'est vraiment un cas très très gros, hein, on est vraiment sur des conditions de base, quoi. Et voilà, je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Ah, voilà, c'est comme quand on discute les théories morales et qu'on dit, voilà, mais si cette théorie morale est vraie, alors ça implique que ça c'est bien, et puis ça n'a pas l'air si bien, hein. Par exemple, je sais pas, toujours le cas du mensonge, qu'il faut toujours dire la vérité chez Kant, puis on trouve des contre-exemples dans lesquels ça a l'air très très clair qu'il ne faut pas toujours dire la vérité, donc dans ce cas-là, on se dit, ah, ça donne quand même des raisons de penser que la théorie n'est pas bonne, quoi. Mais vous vous appuyez toujours sur quelque chose qui vous paraît à première vue, sans raison ultérieure, immédiatement plausible ou pas plausible. Et ouais, mais comme je dis, on peut faire exactement la même chose, mais sans dire clairement qu'on fait appel à des intuitions. Mais c'est plus... Après, il y a tout un débat. Hein. Il y a eu des débats comme ça en métaphilosophie, philosophie de la philosophie, hein, ces dernières années, où les gens disent « Oui, mais non, en fait, les philosophes font pas vraiment appel aux intuitions quand ils font ça. Alors, ils font quoi? Bah, ils proposent des arguments. » Alors moi, je suis quand même pas super convaincu, quoi. En tout cas, dans le domaine du libre arbitre, c'est vrai que c'est assez dur de se passer d'un argument qui n'aurait pas quelques prémices qu'il faut accepter parce qu'elles paraissent évidentes, quoi. Ce serait assez difficile. À la limite, le cas limite, c'est que vous pouvez prouver qu'une théorie est contradictoire. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'intuition, parce que vous montrez que la théorie elle-même est contradictoire. Mais du coup, c'est juste une approche négative. Vous ne pourrez pas prouver, construire une théorie positive du libre arbitre comme ça, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à vos questions là-dessus. Donc la semaine dernière, il y avait quand même la question sur les intuitions. Bon, la semaine dernière, c'était particulier, parce que là, on était vraiment sur est-ce que c'est intuitif que le compatibilisme est vrai, ou est-ce que c'est intuitif que l'incompatibilisme est vrai? Et il n'y a quasiment personne qui argumente comme ça en disant oui, bah, moi, le compatibilisme, ça me paraît clair, voilà, le compatibilisme est vrai, point, quoi. En général, on essaye de partir d'autres prémices qui ne sont pas directement la thèse qu'on cherche à défendre pour prouver qu'elles impliquent la thèse qu'on cherche à défendre. Parce que bon, effectivement, ça consiste à dire, bah, moi, ça me semble vrai, donc c'est vrai. C'est pas terrible niveau argumentation philosophique. Hein, mais donc la semaine dernière, on avait juste parlé de ça parce que c'est dans le cas du libre arbitre, il y a quand même dans le cas du débat sur le libre arbitre, il y a vraiment parfois un peu ce sentiment que les gens qui défendent la thèse opposée doivent pas être nets ou ils comprennent pas ça comme tout le monde ou des choses comme ça. C'était juste ça que je voulais effacer. Donc voilà, quelles étaient les leçons à retenir de la semaine dernière avant de continuer cette semaine? Voilà, la première leçon, c'était juste ça. Hein, c'était vraiment que malgré ce que certaines personnes ici peuvent ressentir peut-être, l'incompatibilisme n'a rien d'immédiatement évident à plus de 50% des gens. Enfin, et le compatibilisme n'est pas évident aussi pour tout un tas de personnes, quoi. Donc on ne va pas s'en sortir en disant, bon, bah voilà, c'est cette théorie-là qui est naturelle, puis c'est l'autre qui doit argumenter, parce qu'il y en a une qui est la position par défaut et qui n'a pas besoin d'argumenter, vous voyez. Il y avait un peu ce débat dans le texte de Namias, selon lequel il fallait trouver quelle était la théorie qui était vraie par défaut, mais en fait, bon... comme tout ça a l'air très très confus et qu'il n'y a pas l'air d'avoir de grandes convergences du sens commun sur telle ou telle réponse, selon la façon dont on formule le cas, etc. C'est pas clair qu'on puisse se dire, bon ben voilà, la théorie par défaut, bonne par défaut, c'est celle-ci, puis c'est l'autre qui doit argumenter. Un argument qu'on peut faire en général, si on veut dire une théorie par défaut, le meilleur argument qu'on peut dire pour la théorie par défaut, je pense que le compatibilisme devrait être la théorie par défaut, mais juste parce que c'est tellement plus difficile de prouver que quelque chose est compatible que de prouver que quelque chose est incompatible que, du coup, c'est normal de demander aux incompatibilistes de faire des efforts.
En général, c'est très dur de montrer que deux choses sont compatibles, hein, tandis que montrer qu'elles sont incompatibles, il faut trouver le point où elles entrent en contradiction, quoi. Alors, quelque chose qui... Oui. J'ai une petite question. Est-ce que la façon dont on pose des questions aussi aux personnes qui sont interrogées ne permet pas aussi de les diriger vers une réponse au préalable? Parce que, par exemple, il y a un autre philosophe, Dewey, qui a fait le même genre de recherche, et lui, il est arrivé à des conclusions qui sont radicalement différentes. Je crois que c'est même plus de 90% des gens. Alors en fait, c'est compliqué parce que les études de Dewey, elles ne portent pas sur la même question, dans le sens où, là, la semaine dernière, j'ai beaucoup parlé de si les gens pensaient que c'était compatible ou incompatible avec la responsabilité morale. Et les tests, les articles de Dewey, ou alors peut-être que je ne les connais pas, mais ceux que je connais, c'est sur l'expérience qu'ont les gens de leur propre liberté intérieure. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils auraient pu choisir autrement, de façon radicale? Et effectivement, lui, il trouve que les gens ont le sentiment qu'ils auraient pu choisir de façon tout à fait différente, même si tout avait été auparavant. Mais en fait, ça, c'est une autre question. C'est quelle liberté les gens pensent avoir. Et la semaine dernière, je m'étais vraiment concentré, à part tout à la fin, sur quel type de liberté est nécessaire pour la responsabilité morale, vous voyez? Parce que j'ai une étude en tête, je crois qu'il il demande aux personnes interrogées, on leur dit, voilà, vous avez une somme à disposition, vous devez... vous avez 2 œuvres de charité pour la protection des arbres. Il y a un type d'arbre particulier, le type A, et puis le type B. Et puis ensuite, voilà, ils demandent aux personnes de choisir. Ils leur demandent à ce stade-là, est-ce que vous pensez que vous auriez pu choisir? Ouais, c'est ça. Du coup, c'est... Ils disent oui, puis ensuite ils expliquent le déterminisme. Mais en fait, plus de 90% des gens disent, bah non, avec cette explication-là, j'aurais pas pu faire autrement. Mais tout à fait. Mais du coup, en fait, là, ils les interrogent sur le type de liberté qu'ils pensent avoir. Vous voyez, c'est... Tandis que l'autre question, c'est le type de liberté qui est nécessaire pour être moralement responsable. Du coup, c'est deux questions, en fait. Moi, donc l'article que je vous avais collé la dernière fois, qui était de moi, là, dans le dossier, à la base, la première version, elle m'a été demandée en 2017. Et justement, la thèse que je défendais dans la première version de l'article, avant qu'on me demande de le corriger 4 ans après, alors que le livre n'avait pas toujours été publié, c'était justement, je décrivais beaucoup les expériences de Dewey, et puis la thèse était que c'est bizarre, parce que les expériences suggèrent que les gens pensent avoir une liberté, pensent avoir le pouvoir d'échapper au déterminisme par ces expériences-là, c'est-à-dire si on les interroge sur leur expérience personnelle, quand ils font un choix, ils ont le sentiment qu'ils auraient pu choisir de façon complètement différente, même si tout avait été pareil, etc. Et en même temps, quand on leur demande de juger d'autres agents et de voir quel type de responsabilité morale est nécessaire pour être blâmable, punissable, etc., là, ils disent, bon, on n'a pas besoin d'échapper au déterminisme. Mais vous voyez que ce n'est pas contradictoire. On peut dire, voilà, moi j'ai le sentiment de pouvoir échapper au déterminisme, et sûrement les autres êtres humains ont aussi ce pouvoir, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire pour être moralement responsable. Vous voyez que c'est deux questions différentes. Donc en fait, même le titre du papier à cette époque-là, c'était « Est-ce que les gens ne sont pas des indéterministes compatibilistes ?» ou un truc comme ça, des trucs un peu bizarres, des gens qui sont hyper compatibilistes parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas besoin d'échapper au déterminisme pour être moralement responsable, mais ils pensent quand même qu'on échappe au déterminisme. Et bon, j'ai en fait effacé tout ça quand j'ai révisé le papier, parce qu'il y a, en fait, c'est pas du tout clair, parce que ces expériences-là, elles suggèrent ça, mais les autres expériences que j'ai citées la semaine dernière, un peu sur, quand on demande aux gens qu'est-ce qui se passe, par exemple, si quelqu'un revit 100 fois le même truc, ou si on met 100 mondes différents, là, les gens ont l'air de dire, beaucoup de gens ont l'air de dire, ça va se produire toujours de la même façon. Donc là, peut-être que la différence, c'est quand on leur demande d'introspecter, ils sont plutôt indéterministes, puis si c'est en troisième personne, ils sont plutôt déterministes, mais en tout cas, c'est pas du tout clair, quoi. Mais je trouve qu'il y a une question qui n'est pas tout à fait épuisée dans les études de Namias, c'est est-ce que les personnes qui sont interrogées, donc on leur demande si elles sont, de juger de la responsabilité de quelqu'un, mais est-ce qu'elles pensent aussi que cette personne aurait pu agir autrement? Ça, en fait, si, alors le papier de Namias que je vous ai donné... Je me demande si, dans le papier de Namias, je me demande si les gens ont bien compris la question qu'on leur pose. Alors, dans le papier de Namias, je vous ai donné celui de 2006, qui est plutôt théorique et qui passe en fait très vite sur les études, parce qu'en fait, il y a un papier de 2005 qui est vraiment que sur les études, mais donc il y avait moins de philosophie, donc c'est pas celui-là que je vous ai donné. Et en fait, il y a des questions qu'il a utilisées où il demande aux gens s'ils pouvaient faire autrement. Et ça dépend des cas, les gens sont assez divisés en fait. Mais le problème, c'est que c'est difficile d'écarter les gens sur la base de cette question-là, parce que dans un certain sens compatibiliste, c'est vrai que dans un monde déterministe, on aurait pu faire autrement. Et par exemple... C'est-à-dire que s'ils pensent que les personnes sont responsables, pas
parce qu'elles auraient pu faire autrement. Mhm. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'elles n'ont pas compris. Bah non, en fait, c'est pas bien sûr, parce qu'il y a des sens de pouvoir faire autrement qui sont compatibles avec le déterminisme. D'ailleurs, on va en reparler dans 2 semaines. Et puis là, justement, la dernière fois, je vous parlais des trucs de boucle temporelle, justement. Donc il y a un expé dont je n'ai pas parlé où je donne des cas un peu déterministes comme ça aux gens. Puis je leur demande, voilà, imaginez que dans ce monde-là, il y a un voyageur temporel qui revient 100 fois en arrière pour voir combien de fois la personne va refaire la même action. Et combien de fois elle va la faire sur 100? Donc il y a quand même plus de 3/4 des personnes qui disent 100. Hein, voilà, donc ils ont bien compris qu'on décrivait un monde déterministe, c'est bien. Mais même parmi ces gens qui disent 100, il y en a plein qui disent que la personne aurait pu faire autrement. Et c'est pas complètement idiot. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on entend par pouvoir faire autrement, quoi. Parce que, alors je vais y revenir parce que ça, il y aura une séance vraiment là-dessus, mais il y a une analyse où pouvoir faire autrement, c'est s'il avait voulu, bah, il aurait agi autrement. Ouais. Mais bon, comme il le fait. Donc voilà, c'est dur d'exclure les gens sur la base de ça, justement. Et surtout qu'en plus, la façon dont les gens interprètent les questions, des fois, c'est complètement imprévisible, hein, toujours. Donc, voilà. Et surtout qu'il y a aussi des problèmes dont je reparlerai, c'est que dans les expériences de Namias, il y a cette question sur est-ce que les gens auraient pu faire autrement, et en fait, les gens répondent très très différemment au cas selon si c'est des cas positifs ou négatifs. C'est-à-dire que dans le cas négatif, la plupart des gens disent « Ah ouais, il aurait pu faire autrement, carrément ». Puis dans le cas où s'il sauve un enfant qui est en train de se noyer ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, c'est la plupart il y a au moins la moitié qui disent « Bah non, il ne pouvait pas faire autrement ». Mais bon, les jugements de responsabilité sont pareils. Et donc là, c'est probable que les gens utilisent plutôt pour ça pour dire que bah, c'était un peu la seule option acceptable, quoi. Donc que ça n'a rien à, donc pas quelque chose qui est forcément pertinent pour le déterminisme. Donc c'est toujours méthodologiquement compliqué. Mais oui, donc ça poser des différences selon ce qu'on utilise pour mesurer le libre arbitre. Hein. Par exemple, un de mes problèmes avec beaucoup de littérature en psychologie sur le libre arbitre, c'est qu'il y a plein de psychologues qui disent qu'ils ont fait telle étude sur les croyances au libre arbitre, puis la croyance au libre arbitre est corrélée à ça. Et puis à chaque fois, comment ils ont mesuré le libre arbitre en demandant si la personne avait le pouvoir de faire autrement, quoi. Et toi, t'es là. Bon, voilà, bon, pour eux, ça les choque pas, mais bon, si vous avez passé un peu trop de temps dans les cas Frankfurt, tout de suite, ça vous paraît bizarre, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Voilà, donc la deuxième leçon, la dernière séance qu'il va falloir retenir pour la suite, c'est qu'il y a au moins un truc qui paraît intuitif un peu à tout le monde dans les études, c'est que pour être moralement responsable de quelque chose, il faut que nos raisons jouent un rôle dans la production de cette chose-là. Hein, vous vous rappelez, c'est toute la question du bypassing, du court-circuitage, c'est que si mes raisons, mes désirs, mes valeurs ne jouent aucun rôle, alors je ne peux pas être moralement responsable, parce que je ne suis qu'une sorte de pantin. Et je pense que ça, c'est une intuition assez solide que tout le monde peut partager jusqu'ici. Je pense que là, je ne m'avance pas trop en allant là-dessus. Et donc maintenant, on va passer aux arguments plus développés, et donc on va commencer avec l'argument de Van Inwagen. Wow. Alors, du coup, l'argument de Van Inwagen, je vous ai donné un article, mais il est surtout connu parce qu'il apparaît dans An Essay on Free Will, qui est donc l'œuvre majeure de Van Inwagen sur le libre arbitre, qui a été traduit récemment en français, mais je ne sais pas ce que vaut la traduction française, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense que ça devrait aller vu les traducteurs. Et donc c'est un ouvrage qui on va dire, a marqué l'histoire récente du débat sur le libre arbitre, parce qu'on va se dire qu'on est au début des années 80. Déjà, dans la première moitié du siècle, beaucoup de gens étaient compatibilistes, parce que l'analyse conditionnelle de la possibilité de faire autrement, ça leur paraissait assez bien. Et par-dessus ça, les gens ont remis une couche avec les cas Frankfurt. Donc il y a 2 raisons d'être compatibiliste. Hein. Soit vous croyez de toute façon pas que le pouvoir de faire autrement est pertinent, parce que vous adhérez au cas Frankfurt, et donc vous êtes compatibiliste. Soit vous ne croyez pas au cas Frankfurt, mais il vous reste toujours la possibilité de penser que l'analyse correcte de pouvoir faire autrement, c'est une analyse conditionnelle qui est compatible avec le déterminisme, donc vous êtes compatibiliste. Donc il faut vraiment voir que l'incompatibiliste n'a pas vraiment le vent en poupe. Et donc l'essai de Van Inwagen va être considéré un peu comme une sorte de renaissance, si vous voulez, de l'incompatibilisme, parce qu'il va proposer des arguments nouveaux, hein, qui ne vont pas être toujours le même débat autour de pouvoir faire autrement, etc. Et qui sont considérés comme plus solides, justement, en faveur de l'incompatibilisme. Alors, juste pour présenter un peu, il y a quelqu'un qui m'a demandé dans une question est-ce que Van Inwagen était apprécié de ses contemporains. Il est encore vivant. Bon, il a 80 ans, mais il est toujours vivant. J'ai pas entendu beaucoup de
Il y a des philosophes sur lesquels il y a des rumeurs qui traînent, vous savez, comme quoi ils ont tel ou tel caractère. J'ai jamais rien entendu trop sur Van Inwagen, donc je ne sais pas s'il a un caractère remarquablement désagréable. Donc je ne sais pas pourquoi on m'a posé la question. Mais voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a écrit sur des thèmes théologiques comme le problème du mal et donc sur le libre arbitre. Et c'est un libertarien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense que le libre arbitre est incompatibiliste avec le déterministe, mais que nous avons quand même le pouvoir d'agir d'autrement, donc que nous sommes libres. Alors le chapitre se divise en 6 livres, le livre se divise en 6 chapitres, je vais y revenir. Le premier chapitre, c'est juste la définition des problèmes, donc il dit voilà, il y a 2 problèmes du libre arbitre, il y a ce qu'il appelle le problème traditionnel qui est est-ce qu'on a le libre arbitre? Mais avant ce problème, auquel il va revenir dans le 6e chapitre, il faut répondre à l'autre problème, qui est le problème de la compatibilité, qui est est-ce que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme? Et donc lui, comme je vous avais dit à la première séance, mais bon, c'était furtif, vous ne vous rappelez peut-être pas, c'est quelqu'un qui définit le libre arbitre, pas en termes de responsabilité morale. Il le définit, le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autrement. C'est juste ça. C'est le pouvoir qu'on exerce quand on fait des choix. Par exemple, quand vous choisissez tel dessert plutôt que tel dessert, vous faites l'exercice de votre libre arbitre. Et donc, il va discuter différentes menaces, choses qui pourraient être incompatibles avec le libre arbitre. Dans le 2e chapitre, il discute du fatalisme. Ça, je ne vais pas en parler. Dans le 3e chapitre, il discute 3 arguments en faveur de l'incompatibilisme, sur lesquels je vais revenir, qui ne sont pas l'argument que j'ai présenté aujourd'hui, parce que ce sont des arguments pour montrer que le pouvoir de faire autrement est incompatible avec le déterminisme, et donc pas la responsabilité morale. 4e chapitre, il discute 3 arguments pour le compatibilisme, et il les rejette, ça on les verra plus tard, ces arguments. Et dans le 5e chapitre, qui est celui qui va nous intéresser aujourd'hui, il dit, voilà, j'ai prouvé jusque-là que le libre arbitre, le pouvoir de faire autrement, est incompatible avec le déterminisme. Mais qu'est-ce que ça implique, en fait? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Quelles sont les conséquences pratiques de ça? Et il va essayer d'argumenter dans le chapitre 5 que si on n'a pas de libre arbitre, on n'est pas moralement responsable, que donc il y a un lien entre responsabilité et responsabilité morale et libre arbitre. Alors bien sûr, une grande partie du chapitre est consacrée à discuter les cas Frankfurt, qui sont un peu l'objection majeure sur l'idée que le pouvoir de faire autrement est un obstacle à la responsabilité morale, je pense que vous commencez à connaître. Et enfin, à la fin de ce chapitre, il dit « Mais de toute façon, même si jamais on n'arrivait pas à prouver que le pouvoir de faire autrement est nécessaire pour la responsabilité morale, j'ai un argument pour prouver directement que la responsabilité morale est incompatible avec le libre arbitre. » Et c'est l'argument que je vous ai présenté aujourd'hui. C'est pour ça qu'on l'appelle l'argument direct, c'est-à-dire que c'est l'argument où on va court-circuiter les débats sur pouvoir faire autrement, il y en a marre, on va prouver directement que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, sans s'encombrer des discussions sur le pouvoir de choisir, le pouvoir de faire autrement, etc. Et enfin, le 6e chapitre, il revient au problème traditionnel, et il argumente en faveur de la réalité du libre arbitre sur la base de cet argument qui fait hurler beaucoup de monde. Vous allez comprendre pourquoi. L'idée de l'argument qu'il propose est la suivante, c'est « Dans ce livre, j'ai prouvé que le déterminisme était incompatible avec la responsabilité morale. Il n'y a pas de bons arguments pour le déterminisme. La science ne prouve pas que le déterminisme est vrai. On ne peut pas prouver a priori, logiquement, que le déterminisme est vrai. Par contre, s'il y a un truc qu'on sait, c'est qu'on est moralement responsable. Du coup, puisque la responsabilité morale et le déterminisme sont incompatibles, et que c'est évident qu'on est moralement responsable, alors le déterminisme est faux. » Alors après, il discute parce qu'il dit, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont résister, parce que ça laisse quand même supposer qu'on peut tirer des vérités sur la structure du monde, sur le fonctionnement du monde, sur les lois de la nature, à partir du fait qu'on est sûr d'être responsable moralement. Et alors lui, il pense que c'est un mouvement qu'on peut faire, mais il y a pas mal de gens qui résistent à cette idée, quoi. Voilà, mais là je vais me concentrer sur le problème de la compatibilité. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Van Linwagen précise que la vérité de la causalité universelle n'implique pas nécessairement la vérité du déterminisme. Inversement, est-il correct que la vérité du déterminisme implique, elle, en revanche, nécessairement la vérité de la causalité universelle? Alors oui, Van Linwagen discute ça dans le livre, peut-être plus longuement que dans l'article. Ce qu'il appelle causalité universelle, c'est la thèse selon laquelle toute chose qui se produit a une cause. Et ça, il dit, ça n'implique pas le déterminisme, parce que la causalité pourrait se faire selon un mode probabiliste, vous savez. Après, lui pense, si je me rappelle bien, que le déterminisme implique la causalité universelle. Pourquoi? Parce qu'il faut voir comment il définit déterminisme. Pour lui, déterminisme, c'est l'idée que tout ce qui se produit
se produit selon des lois qui font que, qui rattachent de façon nécessaire ce qui s'est produit avant à ce qui se produit maintenant à ce qui s'est produit avant. C'est-à-dire que tout ce qui se produit découle de ce qui était avant par des lois de la nature. Or, pour lui, si un événement découle d'un événement précédent par des lois de la nature, ça compte comme de la causalité. Donc forcément, sous cette définition-là du déterminisme, alors le déterminisme implique la causalité universelle. Après, si on prend une autre définition un peu du déterminisme, où il faudrait que... Déterminisme, c'est que tout doive nécessairement arriver, qui serait plus proche du fatalisme, ça n'impliquerait pas la causalité. Mais étant donné la définition de déterminisme avec laquelle on part, selon laquelle le déterminisme, c'est l'idée que ce qui est avant entraîne nécessairement ce qui se passe ensuite, pour Van Inwagen, ça implique la causalité. Après, il faudrait rentrer dans des débats sur qu'est-ce que la causalité. Est-ce qu'il peut y avoir des relations nomologiques de lois qui ne sont pas des relations causales? Voilà, mais en tout cas, pour lui, c'est clair que le déterminisme implique quelque chose comme... Alors non, en fait. Non, en fait, il a une objection sur un... Je crois qu'il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il dit que dans un monde qui est fini, le déterminisme peut être vrai, mais la causalité universelle ne le serait pas, temporellement fini. Là, il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'il y a cette exception-là. Parce que si on est dans une chaîne causale qui a une première cause, c'est pas vrai que tout a une cause, mais ça pourrait être déterministe. Il faudrait que je vérifie un peu ce qu'il dit là-dessus. Voilà, alors donc maintenant je vais passer, avant de passer au chapitre 5, où il y a l'argument dont on parle. Oui? Question sur la causalité probabiliste. Est-ce que la causalité probabiliste, elle n'est pas liée aux lois de la nature et puis à l'état antérieur du monde? Si, aussi, mais elle ne donne pas nécessairement un seul résultat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas déterministe dans ce sens-là. Voilà. Déterministe, c'est l'idée que, étant donné le passé et les lois de la nature, il va se produire ça et pas possiblement autre chose. Hein. Donc là, le probabilisme, c'est-à-dire, étant donné les lois de la nature... Il peut se passer ça ou ça, voilà. Alors, pas n'importe quoi, hein, mais ça avec telle probabilité, puis ça avec telle probabilité. Ça n'est pas une forme de déterminisme dans ce sens-là. Donc là, je vais parler du chapitre 3, dans lequel il propose 3 arguments pour l'incompatibilisme, et c'est ce qu'on appelle l'argument de la conséquence. En fait, il y a 3 arguments, mais comme le dit Van Inwagen, c'est 3 variations sur un même thème. Alors le thème principal du chapitre, c'est celui qui est là, hein, c'est si le déterminisme est vrai, alors toutes nos actions sont les conséquences des lois de la nature et des événements du lointain passé, c'est-à-dire longtemps avant la naissance et l'apparition de l'homme, si vous voulez. Mais alors, c'est dur de traduire en anglais up to us. Si cela ne dépend pas de nous, si le passé ne dépend pas de nous, si ce lointain passé ne dépend pas de nous, et si les lois de la nature ne dépendent pas de nous, ce qui paraît aussi intuitif, hein, vous voyez, les lois de la nature, on ne les fixe pas, le passé qui existait longtemps avant nous, on ne le fixe pas. Alors il y a quelqu'un qui a soulevé l'objection en question, oui, mais s'il y a des voyageurs temporels. Alors effectivement, ça pose un problème, mais donc là on va partir, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on va partir du principe qu'il n'y a pas de voyageurs temporels, d'accord? Donc si on exclut les voyageurs temporels, ou si on exclut que le temps est cyclique, hein, genre la roue du temps, ou je sais pas quoi, donc si on exclut tout un tas d'options qui ne sont pas forcément super plausibles, alors on peut dire que ce qui est dans le passé lointain ne dépend pas de nous, les lois de la nature ne dépendent pas de nous, mais alors tout ce qui arrive est la conséquence nécessaire de choses qui ne dépendent pas de nous. Parce que tout ce qui arrive est la conséquence... Si le déterminisme est vrai, toute chose qui se produit est une conséquence nécessaire des lois de la nature et d'une description du monde à un moment qui est très antérieur à nous. Or, ces choses-là ne dépendent pas de nous. Donc, tout ce qui se produit dans un monde déterministe est la conséquence nécessaire de choses qui ne dépendent pas de nous. Donc, on a quand même bien envie de dire que du coup, ça ne dépend pas de nous, ce qui se produit maintenant. Ça, c'est l'intuition générale. Hein. Est-ce que tout le monde voit à peu près l'idée? Vous voyez que c'est différent du coup de l'argument classique en termes de pouvoir faire autrement. Parce que là, l'idée justement, c'est... on essaie de déduire que si le déterminisme est vrai, on ne peut pas faire autrement. Alors, il y a 3 versions de l'argument. Alors, je ne vais pas faire la deuxième, parce que la deuxième, elle est faite en sémantique modale, et puis elle est vraiment hyper condensée, c'est très très dur. Je vais juste faire la première et la troisième. La troisième, parce qu'elle ressemble beaucoup à l'argument qu'on va voir ensuite, et la première, juste pour vous donner une variation. La première déclinaison de l'argument de la conséquence, elle est formulée en pouvoir de faire X et pouvoir de faire rendre quelque chose faux. Alors, pour comprendre l'argument, il faut
un certain langage que lui donne. Alors P0, ça va être la description d'un événement qui date d'avant la naissance de l'agent. L, c'est les lois de la nature, hein, c'est L pour les lois. P, c'est la description d'un certain état de l'univers maintenant. Et J, c'est un agent qui ne lève pas sa main à P. Hein, voilà. Donc l'idée, c'est, voilà, prenez le cas d'un agent qui s'appelle J, et au moment P, il n'a pas levé sa main. Hein. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors la première prémisse dit, voilà, si le déterminisme est vrai, alors la conjonction de P0 et de L implique P. C'est-à-dire la conjonction de la description du passé et des lois de la nature implique la description de l'état présent. Est-ce que tout le monde est OK là-dessus? Ça, c'est plus ou moins donné par la définition du déterminisme. Hein. La deuxième, c'est qu'il n'est pas possible que J ait pu lever sa main à T et que P soit vrai. Parce que P, c'est l'état actuel du monde dans lequel J n'a pas levé sa main. Ça va, là? Donc l'état actuel, c'est qu'il n'a pas levé sa main, donc c'est pas possible que P, la description de l'état actuel, soit vraie et qu'il ait levé sa main. Je pense que ça va. C'est le principe de contradiction, là, c'est pas encore trop controversé. Alors, la troisième prémisse, c'est si 2 est vrai, alors si J aurait pu lever sa main à T, alors J aurait pu rendre P faux. Hein, c'est-à-dire que comme P, c'est que J n'a pas levé la main, si J avait eu le pouvoir de lever la main, il aurait eu le pouvoir de rendre P faux. Ça va? La description du monde faux. Ça dit de façon un peu technique, mais bon, je pense que vous voyez un peu l'idée. Alors là, on rentre dans les trucs un peu plus durs. Si J avait pu rendre P faux, et si la conjonction de P0 et de L implique P, alors J aurait pu rendre la conjonction de P0 et de L faux. Est-ce que vous voyez ça? C'est si la description du monde dans le passé et les lois de la nature pris ensemble impliquent la situation actuelle, alors s'il avait eu le pouvoir de rendre la situation actuelle fausse, il faut bien qu'il ait eu le pouvoir de rendre faux la conjonction de la description du passé et des lois de la nature. Est-ce que c'est bon? Et donc la prémisse 5, c'est si J avait pu rendre la conjonction de P0 et de L faux, alors J aurait pu rendre L faux. Pourquoi? Parce que c'est impossible de rendre P0 faux, parce que c'est dans le passé. Ça va? Donc si l'agent avait eu le pouvoir de rendre la conjonction de P0 et de L faux, alors ça ne peut pas être P0, donc ça doit être L. Donc il aurait dû avoir le pouvoir de rendre les lois de la nature fausses. J ne pouvait pas rendre les lois de la nature fausses. Hein, ça paraît très bizarre qu'on ait le pouvoir de rendre les lois de la nature fausses. Alors en fait, il y a quelqu'un qui argumente que si. Hein. Il y a un papier, je ne rentrerai pas dans le débat, mais c'est David Lewis qui fait « Ah, mais ça c'est faux !» Sur Dalton, on en parlera un petit peu. Mais l'argument n'est pas complètement idiot. Hein. Ça joue sur une distinction. Et donc, puisque si le déterminisme est vrai, J n'aurait pas pu rendre sa main, n'a pas eu le pouvoir de lever sa main à T. Donc la conclusion de l'argument, c'est si le déterminisme est vrai, c'est toujours faux que qu'un agent aurait pu faire autrement, aurait eu le pouvoir de rendre les choses autrement. Vous voyez? Donc là, on n'est pas du tout sur la responsabilité morale. Hein. Le but des arguments, c'est de montrer que le déterminisme est incompatible avec le pouvoir de faire autrement. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions un peu sur l'argument? Voilà, il y a un certain nombre de prémisses qui peuvent être discutées. Hein. Par exemple, la prémisse 5, si quelque chose se produit avant ma naissance, alors je n'aurais pas pu faire en sorte que quelque chose d'autre se produise. C'est un principe qui paraît assez évident. Mais en fait, on verra qu'on peut le discuter. Et il y a celui qui est impliqué dans une autre prémisse, c'est que si P et Q impliquent R, alors je peux rendre R faux, implique que je peux rendre soit P, soit Q faux. C'est-à-dire que il y a cette idée que si je peux rendre la conséquence de quelque chose faux, ça veut dire que je pouvais rendre l'antécédent de cette chose-là fausse. Et là, on va voir que c'est plus discutable. Hein. Parce qu'il y a certaines interprétations de pouvoir faire autrement qui ne respectent pas cette règle d'inférence. Bon, d'ailleurs, je peux même le dire maintenant. Par exemple, si vous prenez les analyses conditionnelles justement du pouvoir de faire autrement, vous pouvez dire, c'est pas vrai, effectivement. Si pouvoir faire X, ça veut dire que si j'avais voulu que X soit vrai, X aurait été vrai. Hein. Ou si j'avais décidé que X soit vrai, X serait devenu vrai. On peut dire, c'est vrai que maintenant, si j'avais envie de lever ma main se lèverait, même si je ne le fais pas. Hein. C'est juste parce que j'en ai pas le désir, mais il suffirait que j'ai le désir pour que ça se produise. Et même si c'est impliqué par tout ce qui s'est produit avant, par contre, c'est pas vrai que si j'avais envie de changer les lois de la nature, les lois changeraient. Et c'est pas vrai que si j'avais envie de changer le passé changerait. Hein. Donc,
Mais on va y revenir, ce que Wallenwagen dit, c'est quand même, intuitivement, avec la façon dont on utilise pouvoir ordinairement, là, tout de suite, on a quand même envie d'accepter ces prémices-là, et d'en conclure que c'est pas possible de faire autrement si le déterminisme est vrai. Alors, la troisième version de l'argument de la conséquence, donc je saute la deuxième, est elle formulée à partir d'un opérateur modal qui s'appelle n. Alors, n, un opérateur modal, ça veut juste dire un opérateur qu'on met devant une proposition pour modifier le sens. Et donc voilà, donc ça va ressembler très fort à ce que vous avez vu, mais ce n'est pas le même argument. Il faut bien faire attention, parce qu'on ne parle pas de responsabilité morale, on parle encore de pouvoir de faire autrement, de choix, etc. Donc ce que dit Wallenwagen, c'est ça. Voilà, je vais définir l'opérateur modal n tel que n de x, ça veut dire x est vrai, et personne n'a jamais eu le choix que x soit le cas ou pas. Voilà, donc ça veut, n de x, ça veut dire ça. X est vrai, et personne n'a jamais eu le choix que ce soit vrai ou pas. Il dit, voilà, par exemple, n, tous les hommes sont mortels, ça veut dire que tous les hommes sont mortels et personne n'a jamais eu le choix au sujet de savoir si les hommes étaient mortels ou pas. Donc, par exemple, Dieu n'existe pas dans ce cas-là. Alors, il dit, voilà, et il faut supposer deux règles d'inférence, qui vont être les règles sur lesquelles il va y avoir débat. La première, c'est que la règle alpha, c'est que si P est nécessaire, dans un sens de la nécessité non conditionnelle, nécessaire logiquement, nécessaire métaphysiquement, alors personne n'a le choix que P. C'est-à-dire si P est nécessaire, alors N de P, c'est-à-dire personne n'a jamais eu le choix de faire en sorte que P. Ça va, je pense que là ça va. Et la deuxième règle qui est que si N, P implique Q, et si N de P, alors N de Q. Ça veut dire si personne n'a le choix au sujet du fait que P soit vrai ou pas, et si personne n'a jamais eu le choix au sujet de savoir si P impliquerait Q, alors personne n'a le choix au sujet de savoir si Q. Ça va? Donc ça va être les deux règles d'inférence. Et donc à partir de ces deux règles d'inférence, vous avez une autre version du même argument, qui est, voilà, si le déterminisme est vrai, alors il s'ensuit qu'il est nécessaire que P0 et L impliquent P, c'est-à-dire que la description du passé et des lois de la nature impliquent l'état présent. À partir de 1, on peut déduire, donc ça c'est juste de la transformation de base, il n'y a pas de règle d'inférence particulière, qu'il est nécessaire que P0 implique que L implique P. Et donc si on applique la règle alpha qui nous permet de remplacer nécessaire par N, on obtient qu'il est nécessaire... non, N c'est pas nécessaire, personne n'a le choix, donc on va dire N. N de la description du passé implique que les lois impliquent la description du présent. Maintenant, on suppose que personne n'a jamais eu le choix au sujet du passé. Donc, encore une fois, pas de voyageur temporel, tout ce que vous voulez. Et donc, on en déduit la 5, qui est que donc, personne n'a eu le choix au sujet du fait que les lois impliquent l'état présent. Et du coup, si on introduit encore une fois une seconde prémisse que personne n'a le choix au sujet des lois de la nature, on en déduit que personne n'a le choix au sujet de ce qui se passe maintenant. Donc, personne n'a jamais... Dans un monde déterministe, en supposant qu'il y a un passé, personne n'a jamais le choix sur ce qui se produit. Okay ? Donc là, vraiment, tous ces arguments, ils essayent de prouver que le libre arbitre défini comme le pouvoir de faire autrement, de choisir autrement, est incompatible avec le déterminisme. Okay ? Et donc, une fois que Wallenwagen a démontré ça, il dit, voilà, il y a quand même un problème, je connais les compatibilistes. Alors, tu sens bien que ça le gonfle et qu'il ne trouve pas ça sérieux, mais qu'il sont obligés d'en discuter. Il dit, voilà, il y a le compatibiliste, il va venir, il va chouiner en disant, oui, mais ça marche que si on prend un certain sens de pouvoir faire autrement, et si vous prenez le mien, eh ben, la règle B, elle ne marche pas. Parce que, voilà, si on prend une analyse comme X aurait pu faire Y, c'est si X avait voulu décider de faire Y, alors X aurait fait Y, ou si X avait le choix que Y, ça veut dire si X avait voulu décider que Y, alors Y aurait été vrai, cette règle-là, on peut montrer qu'elle ne marche pas. C'est-à-dire qu'on peut montrer, comme tout à l'heure, que oui. Mais est-ce que, selon ce qu'on entend, tout le monde n'est en fait pas d'accord, et que c'est juste comment on considère telle ou telle acception, enfin tel nom, vous voyez ce que je veux dire? Telle interprétation, vous voulez dire? Si on définit la chose comme ça, c'est ça. T'es d'accord? Oui, moi aussi. Mais si on définit ça comme ça, alors ça. Est-ce que t'es d'accord? Oui, moi aussi. Et en fait, ça dépend. C'est l'intersection de l'acception. Alors, le point sur lequel il serait d'accord?
l'incompatibiliste, il dit quelque chose, mais le compatibiliste, il ne s'oppose pas directement à ça, il définit la chose autrement. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord, mais que ça dépend juste de quoi on parle, comment on l'entend. Alors l'idée, c'est plutôt que tout le monde est d'accord là dans le débat que le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autrement. On met de côté les gens qui croient au cas Frankfurt, mais du coup, il faut trouver l'interprétation pertinente de pouvoir faire autrement. Donc il faut un critère. Donc l'espoir de Wallenhagen, quand il formule ses arguments, c'est de dire que les prémices qu'il pose sont tellement intuitives qu'elles paraissent devoir s'appliquer à tout sens raisonnable de pouvoir faire autrement. Donc pour lui, l'idée, ce serait de dire que oui, vous avez raison, vos interprétations de pouvoir faire autrement, là, elles ne sont pas compatibles avec ma règle bêta. Mais c'est plus un argument pour dire que votre interprétation, elle est juste pas plausible, quoi. Parce qu'il semble quand même naturel que, quelle que soit l'interprétation, pas complètement pétée, mais une interprétation qu'on a en tête, pas un truc forgé par des philosophes, on devrait accepter ces règles-là, quoi. Ça, c'est le premier argument qu'il pourrait opposer, en disant, voilà, ça c'est... Une façon de régler, une façon de trouver le critère, c'est qu'il y a des choses qui paraissent vraies au sujet de pouvoir faire autrement, par exemple la règle bêta, et que si vous êtes prêt à accepter des formulations, des interprétations de pouvoir faire autrement qui dévient trop de ces intuitions-là, vous êtes en train de créer un terme qui n'a rien à voir avec le sens qu'on utilise habituellement, quoi. Ça, c'est une première façon de le faire. Et la deuxième façon de le faire, c'est celle qu'il donne à la fin de son chapitre, c'est de dire, oui, bah, de toute façon, si vous me gonflez, vous avez juste à reformuler la chose de la façon suivante. On va dire que le sens pertinent de pouvoir faire autrement, c'est celui qui est pertinent pour la responsabilité morale. Voilà, voilà, c'est de ça qu'on veut parler, hein. Donc jusque-là, il évitait de définir le libre arbitre en termes de responsabilité morale, mais là, il est un peu acculé. Il dit, bon, ben voilà, si vous n'êtes pas d'accord, on va dire qu'il y a un critère pour la bonne interprétation de pouvoir faire autrement, c'est le type de pouvoir faire autrement qui est pertinent pour la responsabilité morale. Et son argument, c'est de dire, bon, ben, si vous reformulez ça en remplaçant N par personne n'a le type de choix pertinent pour la responsabilité morale, pour lui, l'argument tient quand même. Mais effectivement, bon, le compatibiliste peut dire je ne suis pas super convaincu quand même. Ce qui va amener du coup à formuler l'argument que je vous ai donné à lire pour aujourd'hui, qui est lui directement couché en termes de responsabilité morale. Parce qu'en termes de responsabilité morale, justement, on ne peut pas jouer en disant « oui, j'interprète responsabilité morale différemment ». Vous voyez que ça ne marche pas pareil, parce que la responsabilité morale, c'est quelque chose qui a des implications pratiques, quoi. Ce serait bizarre qu'il y ait un débat, par exemple, sur est-ce qu'on doit punir telle personne pour un crime, et puis le juge fait « bon, l'avocat de l'accusation fait « bon, voilà, il faut punir cette personne parce qu'elle est moralement responsable, etc. etc. » Puis l'autre lui fait « oui, mais alors dans un certain sens de moralement responsable, peut-être qu'il ne mérite pas d'être puni. » quoi. Et puis non, il y a un sens, il faut qu'il soit puni, ou il faut qu'il ne soit pas puni, quoi. Donc c'est pour ça que du coup on glisse vers la responsabilité morale et qu'on arrive à du coup l'argument direct, qui était celui que vous aviez à lire pour aujourd'hui. Et bon, on va le dire tout de suite, l'argument direct, c'est juste la troisième version de l'argument de la conséquence, maquillé, on change la nature de l'opérateur, puis paf, ça fait un argument pour la responsabilité morale. Mais je vais y arriver. Donc voilà, dans le 5e chapitre, Wallenhagen discute des implications du manque de libre arbitre. Comme je vous ai dit, il passe une bonne partie du temps à discuter des cas Frankfurt, et à un moment, il dit, bon, de toute façon, même si j'arrive pas à vous convaincre que le pouvoir de faire autrement est pertinent pour la responsabilité morale, je peux de toute façon prouver que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, sans avoir à parler de pouvoir faire autrement, parce que ça commence vraiment à être un débat dans lequel on ne va pas s'en sortir, pour les raisons justement qu'on vient de voir. Et donc, il propose l'argument direct, et donc l'argument direct, c'est à peu près le même que tout à l'heure, sauf que la signification de l'opérateur modal change. Tout à l'heure, N, ça voulait dire personne n'a le choix et n'a jamais eu le choix au sujet de X. Et maintenant, ça veut dire personne n'est ou personne n'a jamais été partiellement responsable de X. Hein. Moralement responsable de X, il faudrait mettre, mais eux, ils mettent responsable dans le texte. Et alors, il utilise N dans l'article, mais en général, dans la littérature, après Wallenhagen, tout le monde utilise NR. C'est-à-dire qu'on utilise N quand on discute de l'argument de la conséquence, hein, personne n'a eu le choix, et NR pour celui où on parle de la responsabilité morale, histoire de savoir à chaque fois de quel opérateur et de quel argument on parle, vu que les arguments se ressemblent quand même beaucoup. Et donc vous voyez, hein, l'argument est à peu près le même, je ne vais peut-être pas perdre trop de temps à le refaire, mais c'est l'idée que si vous n'êtes pas responsable du passé, si vous n'êtes pas responsable des lois de la nature, et si le passé, les lois de la nature impliquent inéluctablement tout ce qui se produit,
alors pourquoi vous seriez moralement responsable de ce qui va se passer? Et encore une fois, ça suppose deux règles d'inférence, qui maintenant s'appellent règles A et B, parce que tout à l'heure c'était alpha et bêta, mais c'est pour l'autre opérateur, donc là c'est leur équivalent pour cet opérateur, c'est A et B. Hein. Donc A, c'est que si quelque chose est nécessaire, personne n'est moralement responsable de cette chose-là. Et B, c'est que, bon, bah, si personne n'est moralement responsable du fait que P implique Q, et si personne n'est moralement responsable de P, alors personne n'est moralement responsable de Q. Ça va? Donc là, je vais venir aux questions sur l'argument. Quelqu'un qui me demande, ne serait-ce pas trop de demander de la part d'Inwagen de dire que pour avoir la responsabilité morale, il faut que nous ayons la possibilité d'être moralement responsables de choses, alors que nous n'apparaissons à aucun moment dans leur chaîne causale qui amène à leur réalisation. Ben justement, le point de Van Inwagen, c'est de dire que ce n'est pas possible d'être responsable de ces choses-là, les lois de la nature ou le passé, parce que nous n'apparaissons pas dans les chaînes causales qui amènent à leur réalisation, et c'est pour ça qu'on ne peut pas être moralement responsable dans un monde déterministe. Donc ce qu'il demande, il ne demande pas aux gens pour être moralement responsables d'être responsables de ça, il dit que si on était dans un monde déterministe, ce ne serait pas possible d'être moralement responsable sans être moralement responsable du passé et des lois de la nature. Mais clairement, c'est demander beaucoup trop aux gens. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans un monde déterministe. Je ne sais pas qui a posé la question, mais je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Non, je ne sais pas demandé que c'était vous. Je ne sais pas. Mais voilà, donc en gros, l'idée, c'est que effectivement, ça paraît absurde justement de demander aux gens d'être moralement responsables du passé et des lois de la nature. Mais le point de Van Inwagen, c'est de dire, bon, ben, selon les règles que j'ai posées, les règles d'inférence que j'ai posées, dans un monde déterministe, pour être moralement responsable, il faudrait pouvoir être responsable moralement soit du passé, soit des lois de la nature. Et ça paraît absurde, donc clairement, si le monde était déterministe, on ne pourrait pas juger que les gens sont moralement responsables de leurs actions. Alors, du coup, le point faible de l'argument, celui qui est le plus discuté dans la littérature, c'est bien sûr la règle B, celle selon laquelle si personne n'est responsable du fait que P implique Q, et que personne n'est responsable du fait que P, alors personne n'est responsable du fait que Q. Alors, quels sont les arguments de Van Inwagen au sujet de la règle B? Il y en a une, c'est que c'est très intuitif quand même. Je suis désolé. Non, mais vraiment, il dit, voilà, franchement, ça me paraît quand même assez, voilà, comme ça paraît assez intuitif quand même. Que si je ne suis pas responsable des conditions qui amènent à la réalisation de quelque chose, je ne sois pas responsable du produit, c'est quand même pas complètement fou, ça n'a pas l'air de sortir nulle part. Je pense que tout le monde peut voir au moins le côté un peu intuitif de la question. Oui. Et on a même l'impression qu'il y a quelque chose de plus qu'une intuition, il y a comme une implication, non? Alors, la règle suppose une implication, mais l'implication l'accepte parce que cette implication a l'air intuitive, quoi. Dans quel sens vous voulez dire ça? Que c'est pas comme une... Que N est transféré par l'implication, vous voulez dire? Ouais. Alors bien, oui, mais tout ne se transmet pas par l'implication. Alors, il y a des opérateurs modaux qui pourraient ne pas se transmettre par l'implication. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des cas comme ça. Par exemple, on pourrait imaginer un opérateur épistémique. K, je sais que, peut-être que je sais que P, et peut-être que je sais que P implique Q, mais je ne sais pas que Q, parce que j'ai pas connecté les points, vous savez. Peut-être que je sais que demain j'ai rendez-vous chez le médecin, et je sais que demain j'ai rendez-vous chez le médecin à 14h. Demain, je sais que j'ai rendez-vous à la banque à 14h. Et je n'ai pas encore connecté les points, donc je ne sais pas que demain je vais être dans la merde. Mais pourtant, c'est une implication, vous voyez. Donc voilà, effectivement, c'est très attrayant parce qu'on a l'impression que l'opérateur est en fait transmis le long de l'implication. Mais tous les opérateurs ne se transmettent pas nécessairement le long de l'implication. Mais effectivement, ça fait partie de... C'est pour ça qu'en fait, ce truc-là, dans la littérature, il est appelé principe de transfert de non-responsabilité, en fait. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que la non-responsabilité se transmet le long de l'implication, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait partie qui joue un grand rôle dans le fait que ça paraît quand même assez attrayant comme principe, quoi. Alors, pas dans l'article, mais dans le livre, Van Inwagen dit, bon, je vais essayer quand même de tenter quelques trucs argumentatifs pour ceux qui ne sont pas les plus convaincus, là-bas, derrière. Et alors, mon argument, c'est que, en fait, ça rend compte de certains cas. C'est l'idée que, je ne peux pas le prouver, mais je peux prendre des cas dans lesquels c'est clair que le principe s'applique, et ça donne quand même une certaine probabilité. Donc, le cas le plus discuté dans la littérature, c'est celui-là. C'est, voilà, imaginons que John est mordu par un cobra le jour de son 30e anniversaire, et il meurt de la morsure.
ce que dit Van Inwagen, c'est que dans ce cas-là, personne n'est responsable, parce que ça paraît... sauf si quelqu'un lui a jeté le cobra dessus, mais là, on va dire que c'était, voilà, personne l'a vu venir. Ça paraît normal de dire, bon, ben, personne n'était responsable que John soit mordu par un cobra, il est sorti de nulle part, personne n'aurait pu le prévoir. Personne n'est responsable du fait que si John est piqué par un cobra, ben, il meurt, parce que ça, c'est bon, les lois de la nature, le fonctionnement, l'évolution, tout ce que vous voulez. Et donc, personne n'est responsable du fait que John est mort à son 30e anniversaire. Ça, c'est une application du principe. Un autre exemple qu'il donne, c'est, voilà, personne n'est responsable du fait que Platon est mort dans l'Antiquité. Ça n'aurait pas trop marché pour Socrate, mais je suis pas... Voilà, bref. Personne n'est responsable du fait que si Platon est mort dans l'Antiquité, Platon n'a jamais rencontré Hume. Donc, personne n'est responsable du fait que Platon n'a jamais rencontré Hume. Donc là, il donne juste des exemples comme ça en disant, voilà, ça a l'air d'être des cas dans lesquels le principe fonctionne, etc. Alors là, il y a une question, je crois que je n'ai pas vraiment compris, alors je vais la relire. Je me demandais dans quelle mesure la démonstration de Van Inwagen ne confondait pas déterminisme et une forme de fatalisme, dans le sens où l'inférence B semble indiquer que nous n'avons jamais le choix. Même si N de P est vrai, cela ne veut pas dire que nous ne savons pas que P, donc ça c'est sûr, effectivement, les deux ne sont pas incompatibles. Incompatible pourrait, il me semble, répondre que le fait que le monde soit déterminé nous offre précisément la possibilité de faire autrement. Par exemple, supposons N de P et P il pleuvra demain, alors nous sommes responsables de la prise ou pas d'un parapluie le lendemain, et nous avons ce choix en toute connaissance de cause. Mais l'idée, c'est que dans un monde déterministe, mon choix aussi fait partie des choses qui sont nécessitées par le passé. Donc c'est toute la question, c'est là-dessus que repose le débat. C'est effectivement... Oui Ouais. Je voulais pas interrompre, c'était plutôt une question en préalable pour après, même si j'avais pas bien compris la slide d'avant, je viens de me rendre compte. Excusez-moi. Ouais. J'avais pas compris pourquoi en fait tous les exemples qu'elle utilise, c'est plutôt des cas où on aurait tendance à dire que même intuitivement, sans même qu'elle présente ces arguments, il n'y a pas tellement de responsabilité qui rentre en compte. Oui, alors l'idée c'est que ce qui explique qu'on ait l'intuition qu'il n'y a pas de responsabilité dans ces cas, selon Van Inwagen, c'est cette règle-là qu'on applique plus ou moins automatiquement. Mais c'est même pas des actions où on aurait tendance à vouloir attribuer la responsabilité. Alors, bon, peut-être que pour mourir, si, mais pour Platon qui n'a jamais rencontré Hume, oui, je suis d'accord, ça c'est un peu bizarre, on pourrait se dire, mais l'idée c'est que, voilà, c'est clair que dans ces cas-là, il n'y a pas de responsabilité, ça c'est le point de départ, mais si on essayait d'expliquer quelle est la règle qui permet de juger que dans ces cas, il n'y a pas de responsabilité, selon Van Inwagen, ce serait cette règle-là qu'il propose. Donc elle a un pouvoir explicatif, si vous voulez. Une raison de l'accepter, c'est qu'elle a un pouvoir explicatif qui lui permet de rendre compte de ces cas-là. Ah oui, bon, je ne suis pas bien sûr non plus, mais parce qu'on pourrait dire que voilà, il y a une autre règle qui est beaucoup plus simple, c'est qu'à chaque fois, personne n'a jamais rien fait, donc c'est pour ça que personne n'est responsable, quoi. Le cobra, personne l'a jeté, etc. Mais bon, pour Van Inwagen, voilà, ce sont des choses qui permettent de donner des raisons d'accepter cette règle parce qu'elle rend compte de ces cas-là, si vous voulez. Mais du coup, c'est pas un peu genre contre-intuitif, parce qu'on a envie de dire qu'une théorie remplace une autre, elle doit... Enfin, ça suffit pas qu'elle réponde juste à quelque chose que l'autre répond déjà. Oui, c'est ça le problème, c'est que effectivement, ce que je dis, c'est que si on arrive à expliquer ces choses-là par un principe qui est déjà plus évident, en fait, ça ne donne pas de poids supplémentaire. Ça ne donne pas de poids supplémentaire à la règle. Il y a un article comme ça qui est juste, je ne sais pas, moi ça me rend dingue. Il y a des gens qui ont suggéré que la règle B, on ne fallait pas l'accepter parce qu'elle, en gros, elle supposait déjà trop contre le déterminisme, donc dialectiquement, c'était déjà trop assumé contre le déterminisme. Bon, ça, je ne suis pas super d'accord. Mais il y a des gens qui ont répondu en disant si, on peut trouver des cas géniaux qui montrent que la règle B, on l'utilise dans la vie de tous les jours et qu'elle rencontre des cas. Et c'est genre, le cas, c'est un soldat qui doit garder un poste, et un poste important, mais bon, il dit que là, demain, il ne va pas pouvoir le garder parce qu'il est malade. En fait, il est vraiment malade, il va chez lui, etc. Donc il dit ça à son chef, mais son chef, le lendemain, en se promenant, il voit quelqu'un qui ressemble beaucoup au garde, et il en conclut que c'est le garde, et donc le lendemain, il punit le garde. Donc là, les gens disent, regardez, c'est un cas qui correspond à la règle, parce que, clairement, on va dire que le général n'est pas moralement responsable d'avoir puni injustement le soldat. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'il a vu quelqu'un qui ressemblait très fort au soldat, c'était clair qu'il allait le punir. Et ça, il n'est pas moralement responsable de ça, c'est un fait psychologique. Et il n'est pas moralement responsable, et personne n'est moralement responsable du fait qu'il ait vu quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup, c'est juste une coïncidence. Donc, personne n'est moralement responsable du fait que le soldat ait été injustement puni par cette règle. Et là, tu as juste envie de dire, ou alors, il y a une condition épistémique, quoi, qui est que les gens ne sont pas moralement responsables quand ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Mais
Donc effectivement, ça c'est un problème, mais tu peux pas soutenir une théorie sur la base du fait qu'elle explique des trucs qui sont déjà expliqués par des trucs déjà acceptés. Et ça c'est clair qu'on peut trouver des explications beaucoup plus banales que la règle B, quoi. Beaucoup plus. Et je vais y revenir justement. Donc, mais c'est un argument qui est proposé dans la littérature et qui revient souvent. Le cas du serpent, surtout, est pas mal réutilisé. Moins celui de Platon, peut-être pour les raisons qu'on a dit, mais voilà. Donc là, pour revenir à cette chose-là, donc la démonstration de Baden-Wagen, non, elle ne confond pas déterminisme et fatalisme parce qu'elle suppose que tout doit arriver parce que le passé était comme ça. Le fatalisme, c'est que les choses doivent arriver quoi qu'il se passe. Et là, c'est l'idée que, bon, étant donné le passé, étant donné les lois de la nature, c'était clair que ça devait se passer de cette façon-là. Et effectivement, le fait de savoir qu'il pleuvra demain, ça peut nous conduire à prendre un parapluie, mais ça va nous y conduire de façon déterministe, dans un monde déterministe. Donc ça ne règle pas la question. Parce que toute la question, c'est de savoir si un choix, même fait sur ce genre de connaissances, est libre quand il est déterminé. Alors il y a une autre question là, qui est je dois avouer n'avoir pas très bien saisi sa démonstration de la validité de B. Donc là, on vient un peu de parler des arguments qu'on pouvait avoir en faveur de B. Mais dans le papier que je vous ai donné, il dit voilà, on pourrait employer la méthode de la sémantique formelle. Et il dit voilà, si on définit l'opérateur n comme étant vrai à partir du moment où tel que n de p est vrai à partir du moment où p est vrai dans tous les mondes possibles d'un ensemble, alors on peut en déduire très vite que P implique, on peut en déduire la règle. Mais alors, ce n'est pas du tout clair comment on passe de l'interprétation en termes de responsabilité morale de l'opérateur N de P à l'idée que si on le formalisait en sémantique des mondes possibles, N de P impliquerait que P soit possible dans tous les mondes. En fait, ça présuppose, en fait, la pensée sous-jacente, ça présuppose que pour être moralement, pour que ça soit impossible d'être moralement responsable, donc N de P, il faut que le truc arrive dans tous les mondes possibles. Donc en fait, on est déjà en train, plus ou moins implicitement, de réduire ne pas être moralement responsable à ne pas avoir le choix, en fait. Mais du coup, je ne sais pas qui a posé la question, mais vous ne mettez pas ça trop en tête. Personne n'a jamais suivi cette voie dans la démonstration de Baden-Wagen, quoi. C'est assez accepté qu'on n'arrivera pas à déduire la règle B à partir de règles standards en sémantique classique, quoi. Que c'est quelque chose qui peut pas être déduit axiomatiquement, qu'il faut vraiment poser en soi. Alors, du coup, ce que dit Baden-Wagen dans son livre, c'est que, bon, bah, quand même, la règle B est très intuitive. Elle me paraît plus intuitive que les analyses conditionnelles des compatibilistes, là. Donc, franchement, à moins qu'on me donne des contre-exemples à la règle B, ce serait quand même, je pense que j'ai le droit de suivre la règle B. Et du coup, les gens ont cherché à proposer des contre-exemples. Hein, voilà. L'exemple le plus connu dans la littérature, vraiment celui qui est le plus discuté, c'est quelqu'un qui est proposé par Mark Ravizza. Donc Ravizza, c'est un semi-compatibiliste. En fait, il écrit un peu tout le temps avec Fisher, que vous avez vu la dernière fois. Il y a plein d'articles Fisher et Ravizza. C'est un de ces duos philosophiques, il y en a comme ça, là, qui écrivent tout le temps ensemble. Moi, je suis plutôt du genre volage, mais voilà, il y a des gens comme ça, il y a des inséparables philosophiques qui écrivent toujours ensemble. Et donc, il est semi-compatibiliste aussi. Et il a construit un cas qu'il appelle avalanche. Donc il dit, voilà, je vais y aller doucement, je vais déjà... L'opérateur de Baden-Wagen, il est formulé en termes de tous les mondes, de personne n'est responsable. Je vais d'abord considérer une version plus petite où un agent n'est pas responsable, où N, ça veut dire tel agent n'est pas responsable. Et après, j'étendrai. Donc la règle B qui va attaquer, c'est si l'agent A n'est pas responsable de P, et si l'agent A n'est pas responsable de P implique Q, alors l'agent A n'est pas responsable de Q. Et alors, il propose un cas qui s'appelle avalanche, qui est la chose suivante. Bon, il faut imaginer Betty. Betty est un agent double, et sa mission, c'est de déclencher une avalanche qui va détruire la base ennemie. Hein. Donc, elle place de la dynamite dans les fissures d'un glacier près de la base, et à T1, elle appuie sur le détonateur. Ça déclenche une avalanche qui dégringole la montagne et qui, à T3, détruit la base ennemie. Ok, ça va jusque-là. Donc, voilà. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a un autre agent qui s'appelle Ralph, parce qu'ils n'avaient pas trop confiance en Betty, donc ils ont quand même mis Ralph pour la surveiller. Et Ralph est tel que... il a mis en place un autre système, et si à T2, il voit que Betty n'a pas lancé
la destruction de l'avalanche, il aurait lancé la destruction de l'avalanche et la base aurait été détruite à T3. Vous voyez ? Donc c'est un peu un cas Frankfurt, hein, on va le dire clairement, encore une fois. Ce que dit Ravizza, c'est que dans ce cas-là, on peut avoir les choses, on peut faire les déductions suivantes. Ouais, c'est l'idée que c'est vrai que Betty est responsable de la destruction de la base à T3, hein, donc il faut voir ça comme Q, mais elle n'est pas responsable de la présence de Ralph, ok, et elle n'est pas responsable du fait que la présence de Ralph rend inévitable la destruction de la base à T3, vous voyez. Donc, en gros, il faut voir que P, c'est Ralph est là, P implique Q, ça veut dire que puisque Ralph est là, la base va être détruite à T3 de toute façon, hein, que ce soit par elle ou par Ralph, et ça, elle n'en est pas responsable non plus, parce qu'elle n'en a aucune idée, et pourtant, elle est responsable de Q, c'est-à-dire du fait que la base est détruite à T3, parce que c'est elle qui a balancé l'avalanche, vous voyez. Donc c'est censé être un contre-exemple à cette sous-règle qui est la règle, il appelle ça la règle B étoile, qui est que si un agent n'est pas responsable de P et s'il n'est pas responsable de P implique Q, alors il n'est pas responsable de Q. L'agent étant ici Betty, ok. Et un de ces arguments, c'est de dire, bon, si ce n'est pas vrai pour un seul agent, on ne voit pas pourquoi ce serait vrai pour plus d'agents, hein, si on met tous les agents, voyez. Donc ça doit s'appliquer aussi à la règle de Van Inwagen. Mais il dit, bon, peut-être que vous n'êtes pas super convaincu par cette sorte d'induction, de cette sorte de généralisation. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est de réécrire l'exemple et de penser que là, en fait, il n'y a pas de deuxième agent qui est caché à côté de Betty. Ah, donc Betty, elle est là, elle appuie sur le truc à T1, ça détruit la base à T3. Mais il se trouve que depuis des milliers d'années, des fissures se sont formées peu à peu dans un autre glacier qui est à côté de la base, et que par un hasard incroyable, ce glacier va lâcher et causer une avalanche qui va détruire la base à T3. Et ça, c'est un enchaînement de causes qui prédatent l'espèce humaine. Hein. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est que dans ce cas-là, il y a un passé très lointain, l'état du glacier, il y a 5000 ans. On va dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, on ne se prend pas la tête, etc. Et de toute façon, ce n'est pas l'homme qui est en cause, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Supposons ces choses-là. Voilà. Donc l'état du glacier, il y a très longtemps, Betty n'en est pas, personne n'en est responsable, c'était avant l'humanité. Le fait que l'état du glacier, les lois de la nature qui font que l'état du glacier, il y a très longtemps, entraînent l'avalanche qui va détruire la base à T3 aujourd'hui, personne n'en est responsable non plus, parce que ce sont les lois de la nature. Mais comme Betty déclenche elle-même l'avalanche en appuyant sur le truc, c'est elle qui est responsable de l'avalanche et de la destruction de la base à T3. Vous voyez un peu comment fonctionne le contre-exemple? Vous êtes tous très très convaincus par le contre-exemple, autant que vous l'étiez par la règle. Alors, l'objection qu'on fait à ce genre d'exemple, je pense que vous l'aurez en tête, hein, c'est que oui, c'est bien mignon tout ça, mais je pense qu'on est un peu en train de rater le sujet. C'est que effectivement, d'un point de vue logique, il y a une implication, mais on est bien d'accord que c'est un cas où il y a deux chemins qui amènent au même résultat. Il y a Ralph d'un côté et Betty de l'autre, ou le glacier d'un côté et Betty de l'autre. Et la chose qui implique nécessairement le résultat, la présence de Ralph ou les fissures dans le glacier à travers le temps, c'est pas celle qui va finalement causer le résultat, vous voyez. Donc l'idée, c'est de dire, ok, on a trouvé une faille dans la façon dont c'est formulé, mais on sent bien que ça ne touche pas à la question profonde de l'argument, qui est que si le processus qui amène à un effet est déterminé, alors l'agent ne peut pas être responsable. Là, c'est juste qu'on a joué parce qu'il y avait un autre processus à côté qui rendait le truc inévitable. Est-ce que vous voyez un peu comment fonctionne? Donc l'idée, c'est qu'il faut reformuler ça. Peut-être par exemple, une façon de le reformuler, ce que font certaines personnes, c'est de dire, bon, il ne faut pas prendre ça comme une implication logique, mais il faut prendre ça comme une flèche causale, par exemple. Il faut dire que si personne n'est responsable de P, et si personne n'est responsable du fait que P cause Q, alors personne n'est responsable de Q. Et alors dans ce cas-là, on échapperait un peu ce genre de contre-exemple. Un autre type de contre-exemple qui joue aussi en fait sur le fait que c'est une règle logique, c'est les exemples qui essayent de montrer qu'on peut, de temps en temps, le futur peut impliquer le passé, selon logiquement le passé. C'est pas complètement idiot. Hein. Par exemple, si je vous dis machin est mort à T3, ça implique qu'il a été vivant avant T3. Voilà, il y a des implications logiques du futur vers le passé qui sont assez évidentes. Ou si je dis
voilà, le fils de machin est né à telle date, bah, probablement machin est né avant, vous voyez, cette date-là, parce qu'il a dû naître avant son fils, en général. Implication logique non causale. Oui, bah oui, non, Parce que comme ouais. c'est- Non, justement, là, c'est le truc, c'est encore des choses qui essayent de réfuter la règle en jouant sur le fait que c'est une implication logique dans la formulation de Van Inwagen. Donc là, c'est des arguments comme ça. Alors ça, c'est un cas très, très joyeux. C'est, imaginons que John... Ah non, c'est... Non, il y a une version que c'est un suicide, mais là, c'est un meurtre. On varie. Donc, supposons que John tire une balle de pistolet sur Smith à T1, et que, étant donné et que ça déplace des molécules d'air, et que, étant donné la position des molécules d'air à T3, ce qui s'est passé à T1 est déterminé. C'est-à-dire que la seule chose qui aurait pu causer cette cette position des molécules d'air à T3, c'est qu'il y avait à T1 John qui tire sur... Vous voyez, c'est pas très convaincant, mais il y aurait moyen de le faire de façon plus convaincante. C'est l'idée que c'est un futur qui est tellement précis qu'il pouvait y avoir qu'une seule cause possible à ce futur. Donc on a une implication logique qui remonte du futur vers le passé. Et donc ce que dit l'argument, c'est voilà, imaginons que John tire sur Smith à T1. Étant donné que certaines molécules d'air ont ce déplacement à T3, ça implique que John a tiré sur Smith à T1. C'est la seule chose qui aurait pu produire ça, c'est que John ait tiré sur Smith à T1. Et du coup, si on suppose que personne n'est responsable du fait que les molécules d'air aient bougé de cette façon-là, hein, parce que est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel les gens peuvent être moralement responsables, quelque chose que les gens pouvaient se représenter, est-ce que c'est ce que la personne avait en tête? Ça paraît bizarre de dire que quelqu'un est moralement responsable pour ça. Eh bien, personne n'est moralement responsable du fait que les molécules d'air aient bougé de cette façon à T3. Personne n'est responsable du fait que si les molécules d'air ont bougé de cette façon à T3, alors ça veut dire que John avait tiré sur Smith à T1, parce que ça c'est juste une sorte de loi de la nature pris à l'envers, si vous voulez. Et du coup, personne n'est responsable du fait que John tire sur Smith à T1, mais ça paraît bizarre, hein, si on suppose que c'est des agents normaux, ça a l'air d'être le genre de truc pour lequel on pourrait être moralement responsable. Parce que vous voyez comment fonctionne un peu l'objection. Donc là aussi, l'objection, elle joue sur le fait que, encore une fois, on lit ça comme une implication logique, parce que c'est comme ça que Van Inwagen l'a formulé, mais peut-être qu'il faudrait le faire que sous une autre forme, qui n'est pas une implication logique, vous voyez. Alors, voilà, c'est les questions, moi j'en ai parlé tout à l'heure. Est-il réellement possible de proposer un argument qui repose seulement sur la base du fait que son intuition lui paraît plus probable qu'un autre? Comme j'ai dit, il faut bien commencer quelque part. Oui, il y a quelqu'un qui a été perturbé dans le papier parce qu'effectivement, j'ai relu le papier, c'est vrai qu'il y a une formulation qui est un peu bizarre où il dit, plus ou moins, c'est objectivement, cette truc est plus intuitif que tel autre, et là... ouais, enfin, vraiment plus... ouais, c'est assez... ouais, c'est vraiment... c'est une formulation un peu bizarre, quoi. Mais l'idée, c'est pas complètement dingue. C'est l'idée que, par exemple, vous faites tout le temps des trade-offs sur ce que vous croyez. De temps en temps, vous avez des croyances qui sont en contradiction et vous devez en abandonner une pour en sauver d'autres. Donc, c'est que vous supposez qu'il y en a une qui est plus sacrifiable qu'une autre, vous voyez, qui est... par exemple, vous pensez qu'il n'y a personne chez vous, et vous pensez qu'il n'y a personne chez vous, et quand vous arrivez, vous entendez des bruits à l'intérieur de la maison. Donc vous pouvez soit garder la croyance qu'il n'y a personne chez vous, qu'il y a une sorte de phénomène surnaturel qui cause ces bruits, soit vous pouvez vous dire je me suis trompé, et du coup je me suis trompé en pensant qu'il n'y a personne chez moi, quoi. Donc, souvent vous éliminez des croyances parce qu'il y a des collisions entre certaines croyances, et vous en éliminez une pour en garder une qui a l'air plus solide, vous voyez. Donc là c'est un peu cette même idée, quoi, c'est que... Oui. Oui. Une question par rapport à la notion de plausibilité en philosophie. Mm-hmm. Ça signifie que c'est réaliste, que ça peut arriver, ou que c'est probable, ou c'est quoi? Dans le cas d'une intuition, c'est souvent défini comme ça. C'est-à-dire le seul fait de comprendre ce dont parle la phrase vous donne vous amène à vouloir accepter cette phrase comme vraie, quoi. Dans ce sens, voilà, plausibilité, ça peut se définir de plein de façons différentes sur les contextes. Donc dans le contexte d'intuition, c'est plutôt ça. Une intuition plausible, c'est vous entendez ça, puis vous dites « Ah !» sans avoir raison d'argument ou d'argument supplémentaire, juste en regardant ce principe-là. Comme ça a l'air tentant, quoi. J'ai bien envie de l'accepter, quoi. Donc c'est vraiment plus en termes d'attraction intellectuelle, si vous voulez. C'est les lois de l'attraction. Voilà, bon, pour les intuitions, oui. Moi, ce qui m'a perturbé, c'est que la fin de la question, c'est qu'elle
voulais employer, c'était une notion d'intuition comme quoi, comme vous dites, quand on peut le faire, on a tendance à vouloir penser que c'est vrai. Ou alors même l'autre notion d'intuition qu'on avait vue, où il me semble que c'est peut-être un consensus qui dit qu'on a tous la même chose. Mais en fait, je ne comprenais pas dans quelle mesure on pouvait faire un argument et poser ça comme même pas tellement comme la conclusion de l'argument, mais comme vraiment la prémisse de base, la conclusion et tout le reste. Alors que moi, en lisant le texte, la première impression qui m'est venue, c'est pas du tout intuitif, quoi. Du coup, ça m'apparaît hyper bizarre de dire tout le monde est d'accord. Ouais, bah, oui. Ça, bah, là, j'ai pas vraiment de façon de surmonter cette difficulté. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment que le type est persuadé que c'est intuitif. Mais déjà, des fois, les gens sont persuadés de trucs qui sont intuitifs. Clairement pas, quoi. Je me rappelle, j'avais reviewé un papier une fois où le type avait tout un argument sur, voilà, dans ce cas-là, c'est intuitif, tout le monde va dire que. Moi, j'étais là, quoi. Puis j'ai juste donné ça à 40 personnes, puis t'en as 35 qui trouvaient ça pas intuitif du tout, et puis j'ai juste renvoyé l'article avec ça. Je sais pas si c'est très fair play, mais bon, je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas. Tout le papier était basé là-dessus, quoi. Et toi, t'étais là. Ah oui. Mais on pourrait dire que peut-être la formulation logique, elle n'est pas ultra intuitive, mais si on le reproduit l'idée dans un langage ordinaire, c'est simplement fait Oui, c'est ça. Si on n'est pas responsable du passé et qu'on n'est pas responsable des lois de la nature, on ne peut pas être responsable de l'implication du passé et des lois de la nature. Et ça me semble quand même être plutôt intuitif. Bah, ça découle pas logiquement. Vous voyez, donc c'est intuitif. Ouais. Voilà. Mais, juste alors effectivement, oui, ce que je vois bien, c'est qu'effectivement, si vous le collez à des gens sous la forme B, N2, P, machin, effectivement, ce ne sera pas intuitif, mais... C'était plutôt le côté méthodologique, parce qu'en soi, l'argument, je suis assez d'accord comme toi, en fait. Mais en fait, après, c'est juste plutôt que dans le texte, Wagen fait un peu... bon, au final, c'est intuitif, et puis bon, bah, je propose plutôt que si vous trouvez des contre-arguments, vous me le dites, quoi, parce que moi... de plus, quoi. Bah, c'est un peu ça, oui. Bah, c'est pareil dans le livre, hein, il donne les arguments, les cas que j'ai donnés, le truc Platon, Hume, le serpent, puis après il dit puis j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas trouvé de contre-argument, quoi. L'idée c'est que voilà, s'il y a beaucoup de gens qui cherchent des contre-arguments et qu'on trouve pas de contre-exemple, c'est quand même un bon argument pour dire que le truc doit être stable, quoi. Oui. Et juste du coup, pour résumer, si on reprend sa loi d'inférence B et qu'on remplace l'implication logique par une implication causale, est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'il y a eu des objections Alors, je vais continuer le cours, puis on va voir. Alors, pour moi, si on fait ça, ça soulève un problème qui n'en est peut-être pas un, selon votre position. C'est que ça, on va conclure des trucs un peu bizarres, mais que vous pouvez accepter. Mais alors, attendez, je finis avec ça. Alors, oui, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que l'argument repose en partie sur le fait que le passé est fixe? Alors oui, mais il faut entendre ce qu'on entend par le passé est fixe. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, mais effectivement, à partir du moment où vous pensez que les agents peuvent retourner dans le passé pour influencer sur leur action, l'argument ne marche plus. Hein. Ah non, je voulais dire, même s'ils ne peuvent pas influencer. En fait, alors, qu'est-ce que vous entendez du coup par le passé est fixe? Par exemple, mettons, il y a un monde possible, ouais. Mais je pense que métaphysiquement il est possible, où il y a, je ne sais pas, la causalité, elle est probabiliste, et puis de temps en temps, le type, il revient dans le passé, mais il refait exactement la même chose. Et donc, dans ce monde-là, l'agent revient dans le passé, mais il n'est pas... Enfin, c'est un monde qui est déterministe, mais où on ne peut pas se servir de l'argument, si personne n'était responsable. C'est-à-dire ils sont déterminés à rentrer. Ils vont dans le passé, mais leurs actions sont déterministes. En fait, j'ai pas réfléchi plus, mais en réfléchissant après, je crois que c'est un peu conscient, mais je ne vois vraiment pas le rapport entre le temps et le déterminisme. Bah, l'idée, c'est que la causalité est fixée à une direction dans le temps, en fait, normalement. Mais après, vous pouvez effectivement dire que voilà, s'il y a des choses de retour dans le temps, le futur cause d'une certaine façon des trucs qui vont aller dans le passé. Donc là, ça pourrait être un cas de déterminisme, mais on ne pourrait pas appliquer justement la règle à ces cas-là parce que ce ne serait pas vrai que la personne n'est pas responsable du passé ou des choses comme ça. Si le problème, c'est que... alors, soit elle est vraie, soit c'est vrai, et du coup, c'est vrai qu'elle est responsable, du coup, son argument à lui, il tombe. Enfin, je sais pas. Ça voudrait dire que dans un monde où ces choses-là, on ne peut pas en déduire que c'est le déterminisme en tant que tel qui est incompatible avec la responsabilité morale, c'est le déterminisme plus certaines, voilà.
Bah, il y a un argument comme ça, dont je ne comptais pas trop parler, mais là je vais être un peu obligé, qui s'appelle l'argument du passé non existant, contre la règle, contre le truc de Van Inwagen, c'est de dire, mais imaginez en fait, c'est un monde qui est comme le nôtre, et qui est déterministe en plus, on suppose, mais dans lequel le monde a été créé, voilà, c'est comme s'il était créé maintenant, là, avec déjà des agents qui ont des souvenirs, des désirs, etc. Vous voyez, de telle sorte qu'il n'existe aucun passé qui n'est pas produit par des actions humaines, vous voyez. On arrive tout de suite dans un cas comme ça. Du coup, l'argument de Van Inwagen ne fonctionnerait pas dans un monde déterministe comme ça. Alors là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? La réponse, en fait, c'est plus subtil que ça n'y paraît. L'idée, c'est pas juste de montrer que dans un monde comme ça ne marcherait pas. L'idée, c'est de dire, mais si on a l'intuition que s'il y a un problème avec le déterminisme, et si le déterminisme s'oppose à la liberté humaine, bah, le déterminisme devrait poser le même problème dans un monde comme ça. Dans un monde où on apparaîtrait ici et maintenant et où on serait quand même déterminé. Vous voyez? C'est pas parce qu'on nous a enlevé le passé que d'un coup on devient plus libre. Hein. Vous voyez? Ceux d'entre vous qui ont une intuition incompatibiliste, vous devez voir un peu l'idée. C'est que, bon, il semble que le fait qu'on nous retire le passé, ça ne nous rend pas plus libres, hein, si on est déterminé. Et l'idée de l'argument du passé non existant, c'est de dire, mais du coup, si la règle de Van Inwagen, on ne peut plus l'appliquer dans un monde où le passé a disparu, c'est qu'elle n'explique pas bien quel est le problème avec le déterminisme. C'est qu'elle ne capture pas la nature du problème qui est avec le déterminisme. Parce que chez Van Inwagen, on a vraiment l'impression que le problème avec le déterminisme, c'est qu'il nous rend dépendants d'un passé sur lequel on n'avait aucune prise. Mais si on enlève ce passé, alors du coup, tout devrait aller mieux. Mais on n'a pas forcément envie de dire que tout irait beaucoup mieux dans un monde déterministe si on nous retire le passé. Oui. Mais est-ce que vraiment le passé est pertinent dans le concept de déterminisme? On pourrait simplement dire qu'il faut qu'il y ait des lois de la nature et puis, pas forcément un passé, mais un état actuel des choses. Simplement. Oui, mais c'est la question. Mais la critique que fait ce genre de choses à l'argument de Van Inwagen, c'est que si on prend son argument comme l'argument qui explique pourquoi le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale, alors dans ce cas-là, le problème vient de nécessite l'existence d'un passé. Ce n'est pas juste le déterminisme, c'est le déterminisme plus l'existence du passé qui implique la non-responsabilité, vous voyez? Dans l'argument de Van Inwagen, je parle. Alors que comme si vous le dites, il semble que le problème avec le déterminisme, ça n'a rien à voir avec le passé, c'est-à-dire avec le fait qu'on est soumis à des lois de la nature, et bien justement, c'est sur ça qu'essaye de viser, même si l'argument du passé non existant, c'est dire que l'argument de Van Inwagen ne capture pas vraiment le vrai problème du déterminisme, que pose le déterminisme à la responsabilité morale. Parce que ce problème survivrait à la non-existence d'un passé. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et peut-être ça rejoint ce que tu avais en tête, au lieu de parler de passé, parler de temporalité, parce que c'est inclus dans le déterminisme, comme on l'a vu plusieurs fois, que selon certaines lois, il n'y a qu'un cas possible à t plus 1 à partir de t, et que finalement, c'est pas tellement le passé dont on parle qui est en jeu, c'est le fonctionnement, le mécanisme. Ouais, mais l'argument de Van Inwagen repose, une des prémices, c'est quand même qu'il y a un moment où personne n'est responsable de rien et que de ça on découle. Donc il faudrait y retrouver un autre argument, peut-être avec la même règle d'inférence, hein. Mais en tout cas ce ne serait pas le même argument, parce que l'argument de Van Inwagen repose vraiment sur cette idée qu'on peut trouver un moment où c'est clair que personne n'est moralement responsable. Tandis que si vous prenez un monde déterministe qui arrive là, qui commence in medias res maintenant, là tout de suite, on vient d'apparaître en fait, mais on ne s'en est pas rendu compte, pour dire que personne n'est moralement responsable de ce qui se passe là maintenant dans les premiers moments de notre monde, très émouvant, vous devez déjà supposer que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale. Donc du coup, là, le compatibilisme, vous allez avoir du mal à le convaincre, vous voyez. Donc l'argument de Van Inwagen n'est plus utilisable dans ce cadre-là, quoi. Il faut trouver un autre argument. Et puis juste une question technique, entre guillemets. La logique modèle, c'est la logique qui inclut des opérateurs supplémentaires de la logique du premier ordre? Ouais, c'est les opérateurs modaux. Ouais. Donc, mais après, la nature des opérateurs modaux peut être... La logique modale, c'est celle on va plutôt le dire, qui formalise les relations des opérateurs en termes de monde possible, en général. Voilà, oui. Mais je me demandais pas si, justement, le problème du passé reposait pas sur le fait qu'on présuppose que la première action, maintenant que le passé a été enlevé, repose sur un être qui potentiellement est déterminé par ses propres intentions ou volontés. Ouais, mais vous voyez que l'idée, c'est par exemple, si la première action de ce monde-là,
c'est un être qui a des désirs, et puis ces désirs le poussent à agir de telle ou telle façon, vous allez avoir beaucoup moins de consensus pour dire que personne n'est responsable de ce premier acte. C'est beaucoup plus dur d'avoir un consensus là-dessus, dans le cas du débat philosophique, de dire que le truc qui s'est passé il y a 3 millions d'années, quand il n'y avait personne qui existait, personne n'en est moralement responsable. Tandis que là, les gens vont pouvoir débattre quand même, en disant, oui, effectivement, j'apparais, j'ai mes désirs et tout, est-ce que je suis libre quand j'agis ou pas? Et parce que je me demandais si justement ce problème il n'était pas là, parce que quand on va agir naturellement, parce qu'on a décidé qu'on avait des souvenirs malgré le fait qu'il n'y avait pas de passé, on allait agir conditionnellement vers quelque chose, et du coup la notion de responsabilité rentre en débat. Oui, elle rentre en débat. Alors que s'il n'y avait pas justement toutes ces notions de désir et de souvenirs implantés, peut-être qu'on se dirait tout de suite, ah mais naturellement elle est responsable, parce que la première action n'est pas conditionnée. Oui, alors là, c'est un peu ça. L'idée, c'est que là, c'est débattable, si on imagine ce cas-là, et que donc, du coup, l'avantage du scénario de Wallenwagen, c'est de se référer à un passé dans lequel il n'y avait pas de débat. Hein, c'est-à-dire que quand les dinosaures étaient là, personne n'était moralement responsable de ce qui se passait. On va pas rentrer là-dedans. Alors, avant qu'il y ait toute forme de vie sur Terre, voilà, c'était un peu, mais ça illustre le point. Le point de l'argument de Wallenwagen, c'est que vous pouviez trouver un point sur lequel tout le monde serait d'accord pour dire que personne n'était responsable de ce qui se passait à ce moment-là, quoi. Tandis que si vous faites ce cas-là, vous pouvez avoir des débats sur le fait de savoir si la première action compte comme libre ou pas, vous voyez. Et du coup, des points de départ de l'argument est débattable. Oui. Pourquoi la question se poserait plus dans le cas d'un monde qui est créé instantanément? Parce qu'il y a déjà des agents, quoi. Pourquoi on serait plus responsable Parce qu'il y a déjà des agents qui ont des désirs, des machins. Donc, selon plein de théories du libre arbitre, ces gens-là seraient... Si ma théorie du libre arbitre, c'est que vous êtes libre à partir du moment où vous agissez sur la base de vos raisons, vous êtes libre dans ce cas-là. Vous voyez, donc vous arrivez dans un terrain miné, quoi. Après, ça peut vous paraître clair qu'il n'y a pas de responsabilité morale, mais disons que vous allez avoir beaucoup de gens à convaincre. Tandis que quand vous parlez de l'état du monde, quand il n'y avait pas d'être vivant, c'est quand même à peu près beaucoup plus clair et beaucoup moins débattable que personne n'était moralement responsable de ce qui se passait à ce moment-là. Vous perdez quand même beaucoup d'avantages, je sais pas, dialectiques pour l'argument. Alors peut-être qu'à titre personnel, l'argument vous satisfait quand même, parce que vous, c'est clair que si on popait comme ça en dehors de l'existence, on ne serait pas moralement responsable, mais voilà. Alors... C'est-à-dire que justement, si on était créé instantanément avec des désirs, on ne voit pas pourquoi on aurait ce désir, mais il sortirait de nulle part. Je ne vois pas ce qui ferait de ce désir un désir qui est plus choisi. Oui, mais bon, tout le débat, c'est de savoir est-ce qu'il faut vraiment choisir ses désirs pour être libre. Il y a des gens pour qui ça n'a juste pas de sens, quoi. Donc, vous rentrez quand même sur des questions sur lesquelles il n'y aura pas de consensus, quoi. C'est le point. Alors oui, j'ai pas vraiment d'intuition très forte sur est-ce qu'on serait moralement responsable si on popait comme ça en dehors de l'existence, mais voilà, du coup, les gens sauraient pas. L'argument serait quand même moins fort, quoi. Il aurait plus la même évidence que si on dit, voilà, le passé lointain, personne n'en est moralement responsable. Mais celui qui pop, par exemple, avec un fusil dans la main et il est en train de tirer sur quelqu'un, il pourrait dire, ouais, alors là, on pourrait dire, s'il est en train de le faire, en vrai, c'est pas ses désirs qu'on causait, puisque ce désir n'existait pas, quoi. Après, s'il pop avec le désir de tuer la personne et que volontairement il prend le fusil dans la main, il y a matière à négocier, quoi, à discussion. Alors justement, est-ce qu'il y a des versions améliorées de l'argument direct ? Il y a un papier récent, en 2016, qui propose une version justement améliorée de l'argument. Alors la version qu'il formule est assez intuitive quand on ne la prend pas écrite, elle est ici, c'est « Si une personne n'est même pas partiellement responsable d'aucune des circonstances qui a conduit à un certain résultat, et si cette personne n'est même pas partiellement responsable pour le fait que ces circonstances ont mené à ces conséquences, alors cette personne n'est même pas partiellement responsable du résultat en question. Vous voyez vraiment l'idée ? Et donc ça c'est une règle B étoile, B corrigée si vous voulez. Donc l'idée c'est que NR ça veut dire ne pas être... S c'est le nom de l'agent. NR ça veut dire ne pas être moralement responsable en partie, ne pas être, même partiellement. Donc si personne n'est si un agent S n'est pas responsable moralement, même partiellement, du fait que certaines conséquences, que les conséquences qui conduisent à P impliquent P et n'est pas responsable des conditions qui ont amené à P, alors cette personne n'est pas responsable de P.
Alors c'est une sorte de mix où on garde l'implication logique, pour garder le côté déterminisme, mais C de P, ça veut dire les conditions qui amènent à P. Ah, vous voyez, donc il y a un côté, alors pas causal, hein, on ne dit pas causé, mais c'est le processus, c'est l'idée d'un processus qui va de certaines conditions à un résultat. Donc, l'un des avantages de cette formulation, l'un des avantages de cette formulation, c'est qu'elle, par exemple, si vous prenez le cas de l'avalanche, bah, elle survit au contre-exemple de l'avalanche parce que l'idée, c'est que si la personne, si Betty est responsable de la destruction de la base, c'est parce qu'elle est responsable des conditions qui ont emmené la destruction de la base. Hein. Et le fait qu'il y aurait une deuxième chaîne causale qui rendait, une deuxième chaîne non causale, qui avait une causalité potentielle qui aurait rendu la destruction de la base inévitable, elle est mise de côté, puisque ça ne fait, la présence de l'autre agent, par exemple, n'est pas ce qui a vraiment entraîné la destruction de la base. Il était juste là en backup, quoi. Vous voyez ? Et de la même façon, pour le cas des molécules d'air, tout à l'heure, ça ne marche pas, parce que l'idée que ce soit les conditions qui ont amené à P amène une sorte de contrainte temporelle, en fait. Hein, ça veut dire, on ne peut pas dire que les molécules d'air ont entraîné le tir de John, ça allait dans l'autre sens. Donc vous voyez, c'est une formulation qui essaye d'échapper un peu à ces difficultés-là, et qui est plutôt assez élégante, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc voilà, vous pouvez refaire l'argument de la même façon. Si le déterminisme est vrai, alors il est nécessaire que les conditions qui ont amené à A impliquent A. Hein. Et donc, Jones n'est pas moralement responsable du fait que les conditions qui ont amené à A ont entraîné A, parce que c'est des lois de la nature. Donc, et si à ça vous ajoutez que Jones n'est pas moralement responsable des conditions, parce que c'est ce qu'on suppose, hein, des conditions très loin dans le passé, bah Jones n'est pas responsable de A. Enfin, toujours le même argument. Alors, ça, c'est une version assez récente. Ah, j'ai perdu l'heure. Ça, c'est une version assez récente. Une critique qu'on peut faire, selon moi, à cette formulation, c'est qu'en fait, les deux formulations, celle logique et celle informelle, ne sont pas équivalentes, en fait. Elles ne sont pas équivalentes pour la raison suivante, c'est que là, il y a une implication stricte, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'il faut que les conditions impliquent strictement le résultat, vous voyez, impliquent logiquement le résultat. Mais en fait, ça n'apparaît pas ici. Là, on dit juste que si on n'est pas responsable pour des conditions, et qu'on n'est pas responsable pour le fait que les conditions entraînent le résultat, alors on n'est pas responsable du résultat. Il n'y a pas d'idée d'implication. Parce que vous voyez un peu la différence entre les deux. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on est dans un monde qui est soumis à des lois probabilistes, par exemple. Et dans un monde soumis à des lois probabilistes, ça ne marche pas, mais ça marche, par exemple. Imaginons, par exemple, je vais prendre un exemple. Si je reprends un autre exemple, qui est celui du serpent, de Van Inwagen, mais c'est un serpent quantique. Waouh. Imaginons que quand il mord une personne, la personne a juste 50% de chance de mourir, quoi. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on peut intervenir, hein, c'est de la chance pure, quoi. Il n'y a pas de moyen de détourner l'outcome. C'est une fois qu'il a été mordu, tu as 50% de chance de mourir, quoi qu'il arrive. Bah, on serait dans un cas où c'est vrai que personne n'est responsable du fait que le cobra a mordu John, et personne n'est responsable du fait que la morsure du cobra a causé la mort de John. Mais ce n'est pas un processus qui se traduirait par une implication logique, parce qu'il y a une chance, vous voyez. Et pourtant, on aurait bien envie d'en conclure que personne n'est responsable de la mort de John, vous voyez. Parce que, une fois que personne a été responsable de la morsure du serpent, et une fois qu'il a été mordu, personne ne pouvait rien y faire. Le processus était en dehors de tout contrôle. Et du coup, cette règle-là, elle exclut la responsabilité morale uniquement dans les mondes déterministes, mais si vous creusez un petit peu celle-là, vous allez arriver à des résultats un peu plus rigolos. Vous pouvez vous dire, en fait, si on applique vraiment la loi, elle doit s'appliquer aussi à des mondes indéterministes, en fait. Ça paraît intuitif, en fait. Si personne n'est responsable de certaines conséquences, et si personne n'est responsable du fait que certaines conséquences entraînent un résultat, alors personne n'est responsable de ce résultat. Et puis finalement, est-ce que c'est important de rajouter que la relation doit être déterministe, finalement? Est-ce qu'on n'est pas en train de postuler quelque chose un peu en faveur de l'incompatibiliste, vous voyez? Donc on peut défendre l'idée que la version informelle est meilleure, c'est-à-dire celle où on ne dit pas que les conditions doivent impliquer le résultat, mais juste qu'elles doivent mener au résultat.
Et pourquoi est-ce qu'on pourrait penser que cette version est meilleure? Simplement parce qu'elle permet d'expliquer à la fois le cas classique du serpent, mais aussi le cas quantique du serpent. On a quand même envie de dire que la raison pour laquelle personne n'est responsable de la mort du type dans le cas quantique, du serpent quantique, est la même que la raison pour laquelle le type n'est pas moralement responsable dans le cas classique, en fait. Ce serait bizarre d'avoir une règle différente pour les deux. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'intuition. Ça paraît quand même... on a quand même envie de dire que c'est la même explication qui doit valoir dans les deux cas. Ça paraît très bizarre que ce soit deux explications radicalement différentes. Du coup, on pourrait accepter juste la règle selon laquelle si personne n'est responsable de C, des conditions, et si personne n'est responsable du fait que les conditions mènent à un résultat, alors personne n'est responsable du résultat. Est-ce que ça vous paraît assez intuitif et naturel comme conclusion, finalement, plutôt que de restreindre ça à un truc déterministe? Bon, le problème, c'est que si vous... Oui. Est-ce que c'est évident dans le sens où, est-ce que le but de base du Wagen, c'est de dire, mais si on est dans un cas indéterministe, alors on ne peut pas avoir de responsabilité morale, alors pourquoi c'est pertinent d'avoir une loi qui transcende ça? Parce que si cette loi vous paraît plus correcte que l'autre, si elle vous paraît mieux expliquer les cas, s'il semblerait que l'autre cas, c'est juste un sous-cas de celle-là, toutes les raisons que vous avez d'accepter l'autre loi, vous devez aussi accepter celle-là. C'est un peu ça l'idée. Si vous acceptez la version de Wallenwagen, enfin la version corrigée, qui contient la version implique, c'est tout ce dont vous avez besoin en tant qu'incompatibiliste pour prouver votre thèse, mais vous ne pouvez pas dire, mais du coup, je ne vais pas accepter l'autre, parce que l'autre, j'en ai pas besoin. Vous voyez? Parce que, sinon, c'est que vous êtes un peu pas très honnête intellectuellement, quoi. Du coup, si vous acceptez la première, il faut peut-être aussi accepter la seconde. C'est un peu ça l'idée. Ouais. Parce qu'elle semble au moins aussi bonne, quoi. Toutes les raisons que vous avez d'accepter la première, elles comptent comme l'acceptation de la seconde. Sauf les raisons qui est que la première vous permet de prouver votre thèse et pas la seconde, mais ça, c'est pas une bonne raison, on peut dire, vous voyez. Bon, je vais finir juste là-dessus. Le problème, c'est que si vous acceptez cette thèse-là, la version non déterministe, vous pouvez prouver que la responsabilité morale est impossible, même dans un monde indéterministe, en fait. Tout simplement. Pourquoi? Imaginez la chose suivante. Imaginez que vous êtes dans un monde, vous ne savez pas s'il est déterministe ou indéterministe, mais imaginez qu'il y a des agents. Et vous imaginez que cet agent, à un moment, il accomplit sa première action dont il est moralement responsable. Du coup, si on suppose des mondes pas complètement foufous, où l'agent, la première acte de l'agent n'est pas la première chose qui existe dans ce monde, on va dire un monde qui ressemble au nôtre, on peut dire qu'il existe forcément des circonstances qui ont conduit l'agent à faire cette action P qui est sa première action, dont il est moralement responsable. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont déterminé, c'est juste qu'en général, quand on agit dans certaines circonstances, selon certaines raisons, etc. Je pense que tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus. À moins que vous pensiez que certains individus sont vraiment agissent de façon complètement aléatoire, sans vraiment aucune considération de l'environnement, quoi. Mais si vous acceptez ça, il existe des circonstances qui ont conduit l'agent à effectuer sa première action dont il est moralement responsable, mais il n'était pas moralement responsable de ces circonstances, parce que c'est des circonstances qui arrivent avant sa première action dont il était moralement responsable. Et l'agent n'est pas non plus responsable du fait que ces conditions ont mené à la réalisation de la première chose dont il était responsable. Parce que sinon, ce ne serait pas la première chose dont il aurait été responsable. Vous voyez encore une fois le principe? Oui, une question? Mais c'est pas comparable. Dans un monde déterministe, il n'y a que le passé et les lois de la nature qui influencent. Dans un monde déterministe, il y a le passé, les lois de la nature et le libre arbitre. Ah, mais là, je ne parle pas du déterminisme déterministe. Je dis, si on accepte la règle que j'ai donnée tout à l'heure, on peut faire cet argument-là. Du coup, la règle n'est pas assez précise. Ou alors, c'était que l'autre n'était pas assez général. C'est un peu J'arrive là, bon, je vais finir maintenant parce que c'est l'heure, mais... Donc le truc sur lequel je veux finir, c'est que du coup, vous voyez qu'on peut en conclure qu'aucun agent n'a jamais de première action dont il est moralement responsable. Par ce raisonnement. Parce que si vous supposez une action qui serait la première dont il est moralement responsable, elle est forcément due à des circonstances et à un processus qui mène de ces circonstances à la première action dont il n'était pas moralement responsable, puisque c'était la première action dont il était moralement responsable. Et donc si vous appliquez la règle un peu plus générale qui ne contient pas l'implication, vous devez en conclure que finalement, même dans un monde indéterministe, la présence d'un passé rend toute action
rend les gens incapables d'être moralement responsables. Du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui, mais du coup, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des bonnes raisons, finalement, quand on lit cette superbe formulation du principe qui est très intuitive, de finalement décider de la restreindre en mettant une implication, en disant oui, mais ça marche que dans les mondes déterministes, quoi. Est-ce qu'il y a une raison de faire ça, quoi? Ou est-ce que finalement, si on accepte la règle, on doit aussi accepter l'implication que, même dans les mondes indéterministes, finalement, le passé nous empêche d'être moralement responsables de nos actes. Voilà, donc on va arrêter là, on finira ça la semaine prochaine. Donc le texte pour la semaine prochaine, ce sera un texte de Per Boom, qui s'appelle « Déterminisme al dente », c'est-à-dire dur mais pas trop.